deuxième séance pour cette année. Et alors, j'ai grand plaisir de vous présenter le professeur Éric Pirat, qui est ingénieur géologue, et non pas ingénieur des mines, qui a beaucoup à cette différence, et je trouve qu'il a raison, qui nous vient donc de l'Université de Liège, qui est spécialiste de la problématique des minerais et des ressources minérales. Et je suis très heureux de lui céder la parole pour nous parler donc de la disponibilité durable des ressources minérales. Bien, merci beaucoup Bernard. Bon, je vais essayer de tenir dans un délai d'une heure à peu près pour laisser la parole aux questions et voir vos réponses. Je dis ça parce que je suis bavard de nature et donc il faut que je fasse attention. J'ai pas mal de diapositives aussi. C'est vrai que je fais pas mal de conférences depuis quelques années parce qu'il y a un regain d'intérêt pour les questions matières premières. Il y a des questions qui sont souvent assez mal posées aussi, donc il est important d'éclairer un peu le débat. Je vais essayer de le faire avec vous. Voilà, ici c'est une présentation que j'avais faite au CIREG, qui est un centre à Montréal. Je n'ai plus l'acronyme en tête, mais ce sont des gens qui se préoccupent justement de tout ce qui est cycle de vie, et de tout ce qui est réflexion sur le développement durable et les ressources. Et je pense que voilà, c'est à la fois, c'est pas grand public dans le sens où je n'utilise pas mes trucs et ficelles que parfois j'utilise pour éveiller l'intérêt de certaines questions. Il y a de l'information scientifique, mais j'espère que c'est accessible à tous. Que votre bagage soit scientifique ou non, je vais essayer de clarifier certaines notions. Alors, comme on vient de le dire, je suis ingénieur géologue et j'y tiens, c'est-à-dire que bon, quand on est comme ça un être hybride, pour les ingénieurs, on n'est pas un ingénieur, on est un être à part, et 100 ans après, parce que le diplôme a été créé il y a 100 ans, ça reste, je ne suis pas vraiment un ingénieur par ce côté-là, et pour un géologue, on n'est pas géologue non plus. Donc, je ne suis ni ingénieur ni géologue, mais je suis dans cette position que je trouve intéressante, où la géologie apporte une connaissance de l'environnement. Aussi, bon, c'est toute la richesse aussi du savoir observé, c'est un monde de raisonnement très différent. Les sciences naturelles abordent les questions très différemment. Peut-être de l'ingénieur, au sens, évidemment, on prendrait l'ingénieur raisonnant plus au départ de grandes lois de la physique, de la chimie, qui sont ensuite transférées en outils qu'on peut utiliser. Donc cette dualité, elle est intéressante, elle permet en tout cas de regarder à la fois la planète, notre environnement, et en même temps ce qu'on en fait. Maintenant, comme je dis, un ingénieur géologue, c'est quand même un ingénieur. Si vous me donnez une pierre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que je peux faire avec. Je différencie souvent nos collègues des sciences en disant, si on leur donne une roche, ils disent, tiens, c'est intéressant, ce truc-là, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça s'est formé, quelle est son histoire. Donc ça, c'est un peu la géologie. Je caricature, mais c'est pour faire comprendre les choses. La géologie s'interroge beaucoup sur voilà, l'histoire de la Terre et tous les processus naturels qui conduisent à la formation de notre environnement. Processus d'érosion, tectonique des plaques, etc. L'ingénieur, il a peut-être ce côté un peu bénin en disant, tiens, ce truc-là, est-ce que ça pourrait m'être utile, cette roche, est-ce que je peux en faire un matériau de construction, est-ce que ça contient du cuivre qui pourrait me permettre de faire les conducteurs dont on a besoin. Donc c'est vrai que j'ai quand même aussi cette perception. Voilà. Alors j'ai mis dans mon titre disponibilité durable des ressources minérales, c'est un peu de la provocation, parce que quand j'entends, évidemment tout le monde parle de développement durable, et donc les gens du secteur minier aussi parlent de la mine durable. Bon, il n'y a pas vraiment de notion durable. On extrait, et on mobilise des ressources, et il n'y a pas un renouvellement. On n'est plus à l'époque où c'est très intéressant. Donc toute une période, évidemment, je parle là-bas du Moyen-Âge, ou peut-être du XVIe, XVIIe siècle, on pensait que les ressources se renouvelaient, que c'était comme les veines de la terre, et on pensait que plus on extrayait de l'or d'une veine, plus la minéralisation allait se reformer. Il y a eu toute une période où on a un peu cette perception-là des mécanismes de formation des gisements. Bon. Et cette idée d'une matrice qui forme des minéralisations, maintenant on sait que ce sont des processus qui prennent des millions d'années et que donc c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Donc si je vais parler de disponibilité durable, c'est parce que j'espère que vous aurez compris à la fin que toute la question c'est l'utilisation qu'on fait des ressources. Aujourd'hui on extrait des ressources comme jamais auparavant, on les utilise pour vos besoins, alors là on peut regarder les ordinateurs autour de la table, c'est un besoin très visible. En fait il ne faut pas oublier qu'il y a la construction, les infrastructures et toute une série d'autres besoins qu'on doit satisfaire. Donc on utilise des ressources comme jamais auparavant, et c'est vrai qu'on l'a un peu trop fait jusqu'à présent dans une logique de take, make, dispose, je prends, je fabrique et je jette. Ça c'est la fameuse économie linéaire. Ce qui apparaît, moi le terme économie circulaire, je l'ai entendu il y a moins de 5 ans, je me souviens que c'était un des étudiants qui était passé chez Solvay, il me dit tiens, on vient d'avoir un débat sur le mot économie circulaire, c'est tout récent comme terme. Bon, c'est tout récent, comme tous les termes, ça commence à saturer déjà un peu les médias, c'est devenu une priorité politique au niveau de l'Europe. Mais au moins, il y a cette réflexion de dire, c'est pas je prends, je fabrique, je jette, c'est de se dire, je prends, je fabrique, et puis ça va me revenir.
Alors c'est un peu ça que je vais essayer d'introduire aussi dans l'ensemble de mon exposé, c'est d'avoir cette vision-là, de dire bon, si ça nous revient, on ferait peut-être bien de réfléchir à la façon dont on utilise la ressource, parce qu'on va devoir après la réintégrer dans des boucles. Et il y a l'idée qu'on va donc recycler, réutiliser, remettre en circuit les ressources. Et dans ce sens-là, le terme durable peut commencer à se glisser dans le discours, disant je dois m'arranger pour que les ressources que je mobilise puissent rester disponibles pour les générations futures et puissent être remises à disposition de tous les besoins de la société. Et ça, c'est assez stimulant, c'est très neuf comme réflexion. J'ai un peu la chance d'être à la fois, d'avoir un background, une formation au départ sur les matières premières, au sens primaire, enfin au sens primaire, parce qu'on prend au sens des ressources primaires, des ressources donc naturelles, des ressources géologiques, c'était mon background, mais comme je disais à Philippe, pendant 25-30 ans, il y a eu un désintérêt presque total pour les matières premières, donc je me suis occupé d'autres choses, des nouvelles technologies, de l'imagerie numérique, et puis depuis 5 à 10 ans, il y a tout d'un coup un regain d'intérêt très fort pour les matières, et notamment sous l'angle de la récupération des métaux dans les produits en fin de vie. Donc je dirige aussi une équipe qui fait du recyclage, et donc nous sommes, je pense qu'on est à la fois au départ de cette boucle et à la fin de cette boucle, et que j'espère que ça pourrait éclairer un peu le début. Voilà. Ça c'est pour planter le décor, donc je vais essayer de balayer un peu ces 3 points-là, l'épuisement des ressources, clarifier quelques notions, voir ce qu'on peut dire de développement durable dans le secteur, je serai très bref là-dessus, mais on peut y revenir, et puis vous dire 2-3 mots sur le recyclage. Alors j'aime bien utiliser cette photo, c'est mon fils qui l'a faite un jour avec le Google Sphere, là, donc c'est chez moi, et un peu plus je la vois, plus je me dis, bon, il y a quand même un problème. Enfin, je ne voyais pas ça comme un problème, mais d'abord ça vous montre évidemment, c'est très explicite, la Terre évidemment est finie, et là quand on le visualise comme ça, on voit encore mieux que quelque part on vit sur sa petite planète et que les ressources en sont finies. Bon, moi quand je vois comme sévère, parce que j'ai un grand bout de terrain, je me dis franchement il y a quelque chose là. Avant il y avait des vaches qui paissaient, et puis là maintenant moi je passe mes week-ends à tendre, il y a peut-être un certain problème. Voilà, j'ai mis du temps à comprendre ce genre de choses, mais ça me saute aux yeux chaque fois que je vois cette image. Bref, je m'en sers un peu plutôt pour remplacer la planète, mais pour illustrer évidemment le fait que quand on parle de ressources, quand on parle de toutes ces ressources de la géosphère, il y a évidemment l'atmosphère, la biosphère et la géosphère. Moi je ne suis pas du tout dans l'atmosphère, et Dieu sait si c'est évidemment la ressource la plus fragile, et celle à laquelle il faut faire le plus attention, mais ça nous amène évidemment à toutes les discussions sur l'émission de gaz à effet de serre. On est bien d'accord que c'est évidemment ce qu'il y a de plus vital. Ensuite, la biosphère, c'est tout le monde du vivant, c'est aussi bien sûr tout le monde de l'alimentation. Je donne priorité absolue à ces 2 sphères-là. Moi, je suis quelqu'un de la géosphère, et ne vous inquiétez pas, la géosphère, elle survivra. Donc si on doit prendre des mesures pour être attentif à certaines choses, c'est clairement l'atmosphère, la biosphère, le caillou qui est en dessous, je crois qu'il a été illustré, mais le caillou qui est en dessous, ne vous inquiétez pas, lui, enfin, il a peut-être une limite temporelle, mais il est loin devant. Donc, évidemment, je suis un peu moins confronté à cette question-là, parce que je ne travaille pas avec du vital, avec des ressources vitales, du moins pas directement. En fait, quand on parle de la géosphère, les ressources du sous-sol, c'est très bien de rappeler brièvement qu'on parle quand même de différents types de ressources. D'abord les ressources énergétiques, enfin pas d'abord, mais je les prends ici en premier lieu, les ressources énergétiques, donc les combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon, lignite, et puis on met généralement l'uranium aussi, c'est des classifications un peu liées au monde de l'énergie, on met l'uranium en général dans ces ressources-là, bien que l'uranium a plus de liens avec le monde des ressources métalliques. On parle clairement là-bas de ressources non renouvelables en tant que telles, et donc c'est un monde à part. Je n'en parlerai pas parce que, voilà, pour des raisons aussi diverses, un peu notre fragmentation disciplinaire fait que les gens qui s'occupent des ressources énergétiques sont différents. Il y a des labos plus spécialisés ailleurs qu'en Belgique. En Belgique, on n'a pas gardé une très grande culture du domaine, en tout cas du pétrole. Il y avait évidemment dans nos prédécesseurs des gens qui étaient des spécialistes du charbon, mais on a un peu perdu cette culture. Deuxième type de ressources, les ressources en eau. Ça, c'est absolument vital, c'est le cas de le dire. Donc, c'est une problématique très importante pour des géologues aussi, des ingénieurs géologues, c'est évidemment la protection et la préservation des ressources en eau. De nouveau, je vous disais atmosphère, biosphère, si je devais insister, c'est de loin la ressource la plus fragile et la plus menacée par nos modes de vie, et celle qui, à mon avis, est le plus en questionnement quand on se pose vraiment des questions de crise écologique. Pour dire une chose, enfin, voilà, il faut voyager un peu. En Belgique, on se pose moins la question parce qu'on est à l'équilibre. Autrement dit, les ressources en eau se renouvellent à peu près à la vitesse à laquelle nous les consommons, bien que, comme je disais, je dis souvent aux jeunes que c'est un scandale de prendre 2 douches par jour. C'est véritablement un comportement qui n'est pas responsable par rapport aux ressources en eau. Mais c'est vrai, quand on voyage, j'ai eu la chance de passer une année sabbatique en Australie, on comprend assez vite que ce sont des environnements extrêmement fragiles. Fondamentalement, l'Australie est un pays inhabitable.
Comme c'est un pays riche, ils peuvent désaliniser de l'eau de mer et donc, grâce à une énergie pas trop coûteuse, ils peuvent mettre de l'eau à disposition, mais fondamentalement, il y a un vrai problème de bilan en eau. En plus, très souvent, on pompe aussi de l'eau fossile, et comme c'est le cas au Maroc, on pompe de l'eau qui a mis des milliers d'années à s'accumuler et on va l'utiliser en très peu de temps. Donc il y a ce problème du rapport au temps qui est très présent dans les questions de ressources en eau qu'on ne va pas retrouver alors, dans les ressources qui m'intéressent plus. Je suis désolé, je ne vous parlerai pas de ces deux-ci qui sont évidemment des questions importantes pour vous. Je vais venir au monde des ressources minérales au sens des minéraux industriels et des ressources métalliques. Alors pourquoi est-ce qu'on sépare les deux? Parce que bon, le monde des minéraux industriels, c'est au sens large, généralement on peut appeler ça aussi des non métalliques. Je m'éloigne un peu du domaine des métaux, et c'est aussi les ressources qu'on utilise, je veux dire, un peu telles quelles. Ce sont des minéraux qu'on prend dans la nature et qu'on utilise pour leurs propriétés. Ce que vous connaissez le mieux, c'est évidemment le sable que vous allez retrouver dans les matériaux de construction, dans le verre, dans toute une série d'applications de ce type-là. C'est le gypse, qui est la matière première de notre plâtre, enfin, c'est le plâtre pour faire simple. Ce sont les agrégats routiers, ça, ce sont des très grands volumes qui sont consommés, mais c'est des matières avec des relativement faibles valeurs et sur lesquelles les enjeux peuvent paraître limités, quoique. Peut-être plus qu'il y avait aussi des limitations, c'est des ressources en sable, soit. Il y a tous les minéraux argileux avec des propriétés particulières, je pense, les kaolins, c'est la porcelaine, pour dire quelque chose, mais c'est aussi un matériau qu'on retrouve dans les papiers de qualité. Donc ce sont des minéraux qui sont importants, c'est clair, où il y a une vraie réflexion qu'il faudra avoir sur leur disponibilité dans le long terme, parce que pas mal de... Je vais prendre un exemple que vous avez tous en tête, on exploite des gisements d'argile de qualité, on les cuit pour faire des briques, et vous devez comprendre qu'une fois qu'on a fait une brique, on a perdu les propriétés de plasticité de l'argile. Donc quelque part, on prend une ressource là-bas pour faire un matériau, et cette brique, qui va nous être utile bien sûr pour la construction, mais qui a sa durée de vie, et puis à la fin de vie du bâtiment, je ne vais pas retrouver de l'argile, donc j'ai perdu la ressource primaire. Donc il y a quand même une préoccupation, mais j'ai lu, enfin il y a relativement peu de choses que j'ai lues jusqu'à présent qui se préoccupent sur la recyclabilité ou le devenir de ces ressources-là. Donc je vais essentiellement, pour en venir à ça, je vais essentiellement vous parler de métaux. Donc quand je parle de métaux, les principaux, c'est le fer, c'est l'aluminium, c'est le cuivre, ça c'est ce qu'on appelle les métaux de base. De base parce qu'ils sont assez abondants et qui sont utilisés en grande quantité. Et traditionnellement pour les géologues, à l'opposé des métaux de base, il y a les métaux précieux, vous connaissez l'or, l'argent, le platine. Je pense à des métaux qui sont coûteux, ils sont coûteux parce qu'ils sont rares, et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont précieux. Alors, entre les deux, depuis quelques années, on est venu nous inventer les métaux critiques. C'est une terminologie que l'Europe a adoptée depuis 2010. Il y a un rapport sur les Critical Raw Materials, Critical Metals, une réflexion sur ceux qui sont dits critiques. Et juste en un mot, parce que je ne les ai pas ici, mais on peut y revenir si ça vous intéresse. Pour faire simple, la notion de criticité, elle va un peu intégrer à la fois des notions géopolitiques. Une ressource peut être critique parce que c'est une société ou c'est un pays qui en a quasiment le monopole de production. On pense évidemment à la Chine, quand on pense aux fameuses terres rares, ça je suppose que vous l'avez tous un peu entendu. Donc on va parler de criticité dans ce cas-là. Mais une matière première peut être critique aussi parce qu'elle est utilisée dans une application qu'on estime comme étant essentielle. Par exemple, des super aimants dans les génératrices de nos éoliennes, si on sait qu'on ne peut pas se passer du néodyme, donc on va dire que la matière, le néodyme en l'occurrence, est critique parce qu'utilisée dans une technologie qu'on estime essentielle à la société. Même chose avec les technologies de l'information et de la communication. Le troisième aspect de criticité, donc il y a la géopolitique, il y a l'utilisation technologique, et le troisième aspect, c'est la rareté géologique. Tout ça, je vais y revenir un petit peu. Alors les ressources minérales, ce que je veux en tout cas un peu clarifier comme message, c'est les messages quant aux épuisements des ressources. Parce que si vous ouvrez un journal, et parfois même un journal reconnu, qui a pignon sur rue, vous allez assez souvent lire des choses disant « oui, il n'y a pas assez de lithium pour qu'on roule tous en voiture électrique. Il y a des réserves de lithium pour 20 ans, donc un petit calcul de Pointard vous montrera que non, on ne peut pas tous avoir une voiture avec des batteries lithium-ion, il n'y a pas assez de lithium. Voilà. Régulièrement, on va vous donner un petit peu cet horizon. Je vais essayer de corriger un peu cette perception. Je vais donc apporter un message très positif et très déculpabilisant. Ce n'est pas une raison pour qu'on n'ait pas de réflexion sur une crise écologique et quand même une attitude à avoir. Mais bon. Voilà. Ce qui fait toujours un peu peur, c'est évidemment quand on vous montre ceci. Croissance exponentielle de la production de tous les métaux. Prenez n'importe quel métal, demandez la courbe de production, ici vous avez le cuivre, depuis 1900 jusqu'en 2015, voilà la tendance.
1900, c'est le début de la fée électricité. Les Belges ont eu un coup de bol en arrivant au Katanga, hein, c'est juste la période où ils sont arrivés, et c'était découvert de très grands gisements de cuivre, et ça coïncidait parfaitement en plus avec le développement de l'électricité et tout d'un coup des besoins beaucoup plus importants de nos sociétés. Donc ça a été un moteur important de notre économie. Bon. Là, c'est quelques centaines de milliers de tonnes, et puis on passe aujourd'hui, on est à peu près à 17 millions de tonnes de cuivre par an de production mondiale. Production et consommation se tiennent, hein. Il n'y a pas des stocks démesurés qui se forment quelque part. Donc 17 millions de tonnes de cuivre, ça correspond grosso modo pour chacun d'entre vous, si ma mémoire est bonne, à peu près à 14-15 kg de cuivre. Pour chacun d'entre vous, chaque année, on doit aller chercher 14 kg de cuivre. Alors vous ne le voyez pas parce que vous n'allez pas acheter 14 kg de cuivre au magasin du coin, mais si, c'est pour vos besoins, que ce soit votre voiture, que ce soit votre PC, que ce soit votre maison, etc. Et plus d'infrastructures que vous. Alors la croissance ici, non, je vais y revenir. Donc, vous avez cette croissance-là. Si je regarde d'autres métaux, alors on regarde l'indium. L'indium, c'est un métal qui a été découvert en 1870. Pendant 100 ans, on ne savait pas comment faire. Et tout d'un coup, depuis 1970, vous voyez, c'est même plus récent pour l'indium, on a commencé à trouver des applications spécifiques. Alors, vous avez tous de l'indium sous les yeux parce que c'est ce qu'on appelle le ITO, Indium Tin Oxide, dans tous vos écrans plats. Vous avez donc de l'indium. Vous avez aussi de l'indium, regardez, non, ici, je ne veux pas faire. Des ampoules économiques. Enfin, dans toutes les diodes aujourd'hui, ce sont des phosphure d'indium, gallium, donc vous avez de l'indium dans toutes les nouvelles technologies, toutes ces diodes qui sont les nouveaux éclairages. Donc, pas étonnant non plus de voir que la croissance est exponentielle et ça ne va pas s'arrêter. Mais on ne parle pas en millions de tonnes ici, hein, je parle de 700 tonnes par an. Hein, c'est un métal qui est beaucoup plus rare dans la nature que le cuivre, vous l'aurez compris. Si je prends le lithium, ben, même chose, hein, vous savez que le lithium, bon, il était dans des graises, dans quelques applications comme ça, et puis tout d'un coup, là maintenant, on a tous du lithium dans nos poches, puisqu'on a des batteries lithium-ion, et donc même chose, croissance exponentielle. Prenez n'importe quel métal, l'histoire est la même. Ça, c'est une vision mondiale qu'il faut arriver un petit peu à décoder, parce qu'en fait, si on regarde par exemple le cuivre en Europe, on va le voir après, je pense, on voit que pour nos régions, la consommation de cuivre est relativement stable. Ça fait déjà longtemps qu'on a besoin d'à peu près 14 kg de cuivre pour chacun d'entre nous, pour satisfaire nos besoins annuels. Donc ce qui fait la croissance, c'est quand même beaucoup la croissance démographique, c'est aussi le fait que de plus en plus de sociétés, des Chines en particulier, accèdent à des niveaux de vie plus importants. Sinon, pour faire un autre rapport, la consommation de métaux entre l'Européen et l'Africain moyen, autant que ça existe, c'est à peu près de 1 à 10. Donc nous consommons 10 fois plus de métaux, nous avons besoin de 10 fois plus de métaux que la société africaine. Donc si là où nous sommes à 14 kg de cuivre, ils sont à 1 ou 2 kg de cuivre par. Alors c'est aussi pour ça qu'on voit, si ici c'est la consommation de zinc en fonction du produit du GDP, du produit intérieur brut par tête, ici vous avez nettement, ici vous voyez que les États-Unis sont là, nous l'Europe on doit être ici quelque part, donc il y a clairement une consommation du zinc en kilos par personne, ici on est à 7 ou 8 kilos par personne, qui est directement liée à la richesse moyenne de la société. Si je suis en Chine, je suis encore, pour le zinc en tout cas, vers les 2-3 kilos, mais ça grimpe. Et vous voyez que la Corée du Sud, elle est à mi-chemin. Alors ça, c'est évidemment l'idée d'une société qui est totalement matérialisée. Je sais qu'on peut penser à une dématérialisation de la société, et donc imaginer qu'il y a un progrès économique ou un accès à une plus grande richesse, tout en n'ayant pas de consommation accrue de métaux. Pour l'instant, mais jusqu'à preuve du contraire, on reste dans une société qui est essentiellement matérielle dans son évolution. Alors, je vous disais, bon, il n'y en a plus que pour 20 ans, c'est ce que vous allez lire dans beaucoup de journaux, et je dois dire que même des gens qui sont du métier me surprennent parfois en me renvoyant des articles alarmistes en disant « il n'y en a plus que pour 20 ans ». On va essayer de regarder ça un petit peu plus loin. Bon. Vous avez, ce que j'apprends, la vision il n'y en a plus pour 20 ans, c'est une vision très statique. J'ai pris ici des chiffres, vous voyez que c'est des chiffres de l'an 2000, je vais vous montrer les chiffres de 2016 si vous ne me croyez pas, mais voilà, en 2000, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait regarder les réserves. Donc ça, les réserves, c'est ce que vous avez dans la cave. Vous savez que c'est là, vous savez ce que vous avez mis dans votre cave, vous savez que vous pouvez tenir un certain temps avec ce que vous avez de côté. Donc ça veut dire que des géologues ont regardé qu'on avait effectivement un gisement d'une certaine qualité, un gisement qu'on pouvait mettre en exploitation au jour d'aujourd'hui et le faire de manière économique. Ça, c'est la notion de réserve. Donc je sais que c'est là, je peux compter dessus. Comme on connaît la production annuelle, c'est pas très difficile si je garde l'exemple du cuivre. En 2000, on était à 12 millions de tonnes. Hein, donc je vous disais 17 millions, c'était 2015, vous voyez que ça grimpe. Mais bref,
En 2012 millions de tonnes, il y a 340 millions de tonnes de cuivre métal qui sont connus dans nos réserves, ce qu'on a dans la cave. Donc à cette cadence-là, dans 18 ans, on aura tout mangé. Et donc effectivement, dans 18 ans, nous butons sur cette ligne. Bon, là où c'est pas très correct, c'est qu'il faut se dire que ce que nous avons dans la cave, c'est ce que nous avons inventorié, répertorié, et personne, en tout cas aucune société minière, ne paye des géologues juste pour le plaisir d'explorer la planète. Autrement dit, ce reflet, c'est 20 ans. Alors c'est un peu différent pour l'aluminium, je vais y revenir, c'est parce que la prospective est plus facile à faire. Mais cet horizon de 20 ans, c'est quoi? C'est simplement que toutes les sociétés minières, une fois qu'elles ont un horizon de production de 20 ans, stop, arrête toute forme d'exploration. Ça ne sert à rien pour le manager de la société d'essayer d'avoir des plans qui vont au-delà de 20 ans. Donc son horizon de gestion est typiquement un horizon de 20 ans. Donc ce n'est pas du tout un message disant il n'y aura plus rien dans 20 ans, c'est juste un message. Ça, c'est la compilation de toutes les données de toutes les sociétés minières actives à la surface de la planète. Et quand on compile ces données-là, on a le reflet de l'horizon avec lequel ces gens gèrent leurs activités. Et donc, voilà, si vous ne me croyez pas, j'ai été voir les données de 2016. Donc, vous comparez le zinc, j'étais ici. En 2016, il y a toujours 200 millions de tonnes dans les réserves. Vous voyez, c'était 190 millions de tonnes il y a 15 ans. On consomme 13,4 millions de tonnes, on en consommait 7,7, donc il y a toujours à peu près le même horizon. Et d'accord que comme il y a plus ici, c'est un petit peu moins, mais c'est pour dire que ces chiffres, ce que vous devez regarder, c'est que la réserve n'a pas du tout été entamée 15 ans plus tard, alors qu'on a pourtant consommé, pour faire simple, 150 millions de tonnes, donc on a déjà presque tout consommé ici. Ah ben non, c'est même plus simple que ça, il y a 16 ans, donc vous voyez, c'était 2007. Donc en 2016, on aurait dû toucher le fond, si je puis dire. Or, on a de nouveau 200 millions de tonnes. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est qu'on a remis des géologues au travail, on a continué la prospection et on a trouvé des ressources et des réserves complémentaires. Alors, je viens d'utiliser les deux termes, ressources et réserves, très rapidement, parce que c'est très important. Si vous allez regarder cette littérature, vous avez vu que je citais un site là, qui est USGS, donc Service géologique américain. Ce site-là, comme il est ouvert et public, la plupart des gens vont le consulter. Aussi bien des géologues professionnels qui peut-être comprennent un peu mieux l'information que des journalistes généralistes. Ceci étant, ce ne sont pas les seules statistiques, il y a d'autres façons d'avoir des chiffres, mais c'est vrai aussi, ça c'est typique, nos sociétés ont cessé de faire un peu cet inventaire. Du temps de la guerre froide, on avait beaucoup de publications de l'Europe qui regardaient très fort les statistiques de production d'un côté du mur et de l'autre côté du mur, donc il y avait pas mal de données. Puis on a un peu arrêté de compiler les données, on s'en est un peu référé aux Américains essentiellement. Bon, ce qu'il faut comprendre quand on lit cette littérature-là, c'est qu'il faut comprendre les nuances, pour faire simple, entre ressources et réserves. Alors, je te dis, les réserves, c'est ce que j'ai dans la cave. Je sais que c'est là, et je sais que ça a une certaine qualité, que ça a des teneurs suffisamment élevées pour que je puisse extraire le métal et le mettre sur le marché à un prix qui soit un prix compétitif. Parce que tout est économique ici. Si j'extrais une ressource, il faut que je puisse évidemment mettre 1 kg de zinc sur le marché à un prix qui soit raisonnable. Si je le mets au prix de l'or, personne ne va me l'acheter. Donc, une réserve, ce sont des ressources, je vais revenir aux mots ressources, mais ce sont des ressources qui sont exploitables aujourd'hui et qui obéissent à toute une série de critères techniques, économiques, sociaux, environnementaux. J'ai tous les permis, j'ai toutes mes assurances, j'ai bien inventorié, j'ai fait des essais pour vérifier que j'étais capable d'extraire le zinc de ces roches-là, donc ce sont mes réserves. C'est ce sur quoi je peux vraiment compter avec certitude. Alors que sont les ressources? Les ressources, en fait, c'est tout ce que les géologues ont déjà inventorié. Vous pouvez imaginer facilement qu'assez souvent, on envoie un géologue quelque part, il fait des forages, il trouve une zone minéralisée, mais comme il a un budget d'exploration assez limité, il va dire, ben voilà, ici, à tel endroit, j'ai vu qu'il y avait une roche minéralisée en zinc, je pense qu'il y a à peu près autant de millions de tonnes, mais je ne suis pas très sûr parce que je n'ai pu faire que quelques sondages. Donc il y a une notion de, j'ai identifié quelque chose, je l'ai identifié, donc je fais un rapport, donc c'est inventorié, mais je ne suis pas très sûr de ce qu'il y a. Et donc, dans la façon de compiler les ressources, les géologues font la différence, vous voyez, entre des termes inférés, indiqués, mesurés, donc des degrés de certitude. Mais surtout, ces notions de ressources, outre le fait qu'elles sont sujettes à des degrés de certitude en fonction, finalement, de la qualité de l'exploration qu'on a pu faire, ces notions de ressources ne sont pas tenues de démontrer ces critères-là. Donc, autrement dit, si aujourd'hui, je trouve une roche qui fait 1% de zinc, elle n'est sans doute pas économique, mais c'est pas grave, j'en parle quand même. J'en parle dans mon rapport sur les ressources. Donc les ressources contiennent finalement, pour faire simple, c'est tout ce que les géologues ont identifié, que ce soit ou non économique, que ce soit ou non exploitable, qu'on ait ou non le permis d'aller chercher ces matériaux. Alors,
Quand je dessine ceci, c'est pour dire qu'évidemment, les ressources, ce n'est encore que ce que les géologues ont identifié. On n'a pas exploré toute la Terre, on n'a même pas encore fait la carte complète de toute la surface de la Terre en 2D, a fortiori, on n'a pas beaucoup d'outils pour explorer en 3D. Je pense que la plupart d'entre nous ne pourraient pas vraiment faire un pari très élevé. Alors en Belgique, on a quand même une bonne qualité de reconnaissance. Dire ce que j'ai 500 mètres en dessous de mes pieds, je pense que si on en discute, on serait relativement d'accord. Mais dire ce qu'il y a 1 km ou 2 km sous mes pieds, là, on est dans un niveau d'incertitude extrêmement élevé. Donc, donner un peu ce message que quand même, la Terre n'est pas à ce point connue et explorée. Et c'est vrai qu'il y a donc quelque chose qu'on peut appeler la ressource ultime, cette grande sphère que j'ai dessinée, qui est quelque part, on est sur une planète finie, c'est clair, donc il y a quelque part une ressource ultime, dont je ne connais qu'une partie, c'est la boule en jaune, et dont seule la boule en vert est aujourd'hui raisonnablement exploitable. Ne regardez pas les proportionnalités, c'est juste pour dire que ce sont des sous-ensembles. Ça n'a absolument rien à voir en termes de rapport de taille, on est bien d'accord. Dernier petit commentaire ici pour peut-être vous illustrer ça de manière concrète. Vous voyez ici le modèle de la distribution de l'or dans un gisement au Canada, et vous voyez dessus qu'on a fait un projet d'exploitation à ciel ouvert. C'est ma façon peut-être d'illustrer que tout ce qui est coloré ici en bleu, en jaune, en rouge, c'est donc, ça figure dans les ressources, parce que ça a été identifié, c'est même assez bien mesuré, donc on peut même dire sans doute ici presque certainement que ce sont des ressources mesurées. Dans les réserves, je ne mettrai que ceux qui tombent à l'intérieur de cette carrière qui est projetée. Parce que vous voyez, vous pouvez comprendre que si on fait ce projet d'exploitation, on va aller chercher tout ce qui tombe dans le cône ici, qui est ce projet de carrière à ciel ouvert, on ne pourra pas aller chercher ceci. Donc ça, c'est de la réserve, parce qu'on va aller chercher, les qualités sont là, et techniquement, on pourra l'accéder. Ceci, cette partie-ci, n'est pas accessible. Il faudra peut-être plus tard commencer à faire des galeries, mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Donc déjà ici, même dans un gisement très bien connu, vous voyez qu'une partie réserve, il y a une partie ressources. Bon, je close ce chapitre-là, mais il faut bien comprendre que c'est une notion très dynamique. La notion dynamique dont j'ai dit il y a 100 ans qu'il n'y en a que pour 20 ans, c'est la version optimiste, c'est vrai, je peux vous le montrer. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il y avait des ressources illimitées, enfin, on est tous bien d'accord qu'on vit sur une planète aux dimensions finies. Le tout, c'est de savoir à peu près où se situe ma limite. Donc, les réserves augmentent avec l'exploration. Si on remet des géologues au travail, si on fait un travail plus fin, on va retrouver des ressources. Juste un message, parce que souvent, vous avez entendu dire que le Congo est un scandale géologique. La première chose, je dis ça pour Philippe, que je n'ai jamais vu la trace que Jules Cornet avait écrit ou dit que le Congo était un scandale géologique. Mais si vous allez au Congo, tous les Congolais sont convaincus qu'ils sont sur un scandale géologique. On est d'accord qu'il y a effectivement des indices minéralisés impressionnants. Mais à l'inverse, les Européens sont convaincus qu'il n'y a pas du tout, que nous, on n'a rien, que nous, on a tiré le mauvais numéro à la loterie et que dans notre sous-sol, il n'y a plus rien. Donc pour faire simple, quand je vais au Congo, je dis le Congo n'est pas un scandale géologique et j'attire l'attention de tous les Congolais qui se réveillent en disant « Ah bon, quoi ?» Donc il faut des mauvaises nouvelles. Et en Europe, je dis le contraire, je dis « Nous sommes sur un scandale géologique » et j'ai même tendance à le penser. Il faut juste pour vous dire que si vous regardez un peu l'histoire industrielle, on a au début commencé à développer notre industrie avec les ressources locales. À Liège, puisque je fais toujours des cocoricots liégeois, c'est le berceau de la métallurgie du zinc. Si vous ne le saviez pas, le tout premier lingot de zinc a été produit à Liège en 1802. Avec un gisement de zinc qui était à Plombières, la calamine, mais qui a grosso modo fonctionné de manière assez intuitive jusqu'à 1800, allez bon, jusqu'à 1900, mais fondamentalement il a vraiment fonctionné jusqu'à 1860, puis comme on avait des gros problèmes d'exor et qu'on ne savait pas trop où aller, assez vite on a dit tout qu'on fait, c'est plus facile. Il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, il y a même des Australiens qui nous proposent du minerai de zinc, on va leur acheter leur minerai de zinc. Donc on ne connaît pas. C'est aussi simple que ça, on ne connaît pas nos ressources en zinc, et il y a encore des grosses ressources en zinc en région wallonne, j'en suis convaincu. Je n'ai pas dit qu'il fallait les chercher, c'est juste pour vous dire que ça ne se passe pas, le bout de la planète, ce n'est pas nécessairement, il ne faut pas commencer à aller envahir l'Uruguay pour espérer avoir des ressources, c'est même chez nous, sous nos pieds, qu'il y en a encore. Bon, ça c'est la version assez optimiste, on est d'accord. Le deuxième aspect qu'il faut comprendre, c'est ce côté dynamique qui est aussi lié au cours du métal. Si je reviens brièvement à ceci, j'insistais sur le côté économique, autrement dit, ce que j'ai en cave, ce sur quoi je peux compter, c'est, pour prendre l'exemple du cuivre, c'est une roche qui contient 0,3% de cuivre. Si vous avez un gisement à 0,3% de cuivre, aujourd'hui, c'est économique. Quand j'étais étudiant, on parlait presque de 1% ou à 0,5% de cuivre, donc cette limite, elle diminue. Elle est directement liée, bien sûr, au prix du cuivre. Si demain, vous êtes prêt à payer 2 fois plus pour le cuivre, là où aujourd'hui j'exploite une roche à 0,3%, si vous me donnez 2 fois plus, j'irai chercher une roche à 0,15%. Donc il y a une notion dynamique là-bas qui est directement liée à l'économie, au prix qu'on est prêt à mettre pour aller chercher le métal dans la ressource. Maintenant, il n'y a pas que des critères économiques, je dis il y a des critères techniques, sociaux, environnementaux.
Mais les critères techniques, ça c'est un peu l'autre aspect, c'est que si je fais une innovation technologique, si je développe une technique innovante, originale, qui me permet d'aller chercher du cuivre à moindre coût, ben, je libère aussi des nouvelles réserves. Quand je dis de passer de 0,3 à 0,15% pour du cuivre, c'est lié au fait que vous me payez 2 fois plus cher le cuivre, c'est vrai que c'est une voie. L'autre voie, c'est que je parvienne à développer des technologies d'extraction du cuivre qui soient beaucoup plus performantes et moins coûteuses. C'est l'autre façon d'ouvrir ce domaine des réserves. Donc il faut quand même bien se dire que l'économie et l'innovation technologique sont des vecteurs qui vont aussi augmenter les notions de réserve et des ressources. Donc là, on parle de relation tonnage-teneur, mais je ne rentre pas dans ce détail pour l'instant. Voilà. Si le cours du métal augmente de 30%, le tonnage total augmente de 100%, les teneurs diminuent légèrement. Bon. Je voudrais maintenant vous introduire autre chose qui est un peu l'abondance des métaux. Je viens déjà de le dire en disant que l'Europe était un scandale géologique de manière un peu provocante. Là maintenant je me mets à la place du géologue à qui on dit oui mais tes ressources ultimes là, elles sont où? C'est quoi? Sur combien est-ce qu'on peut tabler là, quand on aura tout exploré, qu'est-ce qu'on aura trouvé? Alors pour aborder ce sujet, je reviens dans mon jardin et je fais de la géochimie, mais souvent quand on parle de géochimie, on parle en pourcent, on parle en ppm, hein, les ppm c'est des parts par million, et donc ça ne parle pas toujours à tout le monde. Moi ce que j'ai fait simplement c'est prendre ce qu'on appelle la géochimie, donc la composition d'une roche. Bon, je vais être concret ici, j'habite là dans la région au sud de Liège, je suis sur du schiste paléozoïque. Si vous prenez une analyse moyenne, je n'ai pas analysé mon jardin, mais je suis certain que c'est très proche de ça. Pour les spécialistes, c'est le composite, c'est l'European Paleozoic Shale Composite. Donc, c'est une espèce d'analyse chimique typique de la roche sur laquelle je suis. Et puis je dis, ben voilà, imaginez que j'excave, bon, j'ai 20 mètres de façade sur 50 mètres de profondeur, d'accord, et j'excave sur 1 mètre. Bon, ceux qui vont vu un terrain de football, c'est un cinquième de terrain de foot décapé sur 1 mètre de profondeur. 1 mètre de profondeur, c'est pas tant que ça. Bon, si vous faites un petit calcul rapide, et pour arrondir les chiffres, je vous dis ça, on va prendre 2000 tonnes de roche, à peu près ça, d'accord, 1000 mètres carrés sur 1 mètre de profondeur. 2000 tonnes de roche. Qu'est-ce qu'il y a dans 2000 tonnes de roche? Ben, dans 2000 tonnes de roche, il y a d'abord 930 tonnes d'oxygène. J'en profite toujours pour dire qu'il y a plus d'oxygène sous nos pieds que dans l'air, c'est pas l'impression qu'on a. Donc, il n'est pas sous la même forme. Dans l'air, il est sous forme de O2, sous mes pieds, il est associé. Mon oxygène est très étroitement lié au silicium, très étroitement lié à l'aluminium, on est d'accord, et retenez-le parce qu'on y reviendra après, mais c'est l'élément le plus abondant. 45% de la constitution de la croûte terrestre, c'est de l'oxygène. Bon, il ne m'intéresse pas, donc après ça, il y a d'autres éléments. Ici, je ne liste que les métaux, puisqu'on parle de métaux, ou les métalloïdes, puisque le silicium est un métalloïde. Bon, j'ai 660 tonnes de silicium, largement assez pour faire des puces ou mes panneaux solaires, j'en ai même beaucoup trop. Évidemment, avec silicium et oxygène, je peux faire aussi du verre. C'est pas dire, en termes, si je regarde, évidemment, je ne regarde pas la spéciation ici, et je ne discute pas les teneurs, hein, je regarde juste les quantités globalement disponibles. De l'aluminium pour mes châssis de fenêtres, 160 tonnes, du fer, 60 tonnes, du titane, 8 tonnes, du zinc, du chrome. Alors, ça vous donne un peu une idée de l'abondance des éléments dans notre environnement. Parce que ceci, un schiste, c'est pas très très loin de la moyenne de la croûte terrestre pour faire ça. D'accord, ça n'a rien d'exceptionnel, rien d'anormal. Donc ça vous dit que ces métaux-là, ben, ce sont les métaux les plus abondants. Puis ensuite, on rentre dans une catégorie de métaux que je vais qualifier de moyennement abondants. Alors pour ceux qui s'intéressent, voilà, le cuivre, qui est quand même un de nos métaux de base, parce que c'est le troisième qu'on consomme en plus grande quantité. Mais vous voyez qu'il y en a 46 kg, ce qui est en fait 23 ppm, mais 23 ppm ramenés en grammes par tonne et sur 2000 tonnes, ça me fait donc 46 kg. Et on voit que c'est, enfin si vous connaissez un peu le tableau, là ça c'est à peu près la même chose, à la peu de choses près que le néodyme. Le néodyme c'est une de ces fameuses terres rares, c'est ce fameux élément qu'on utilise dans les super-aimants qu'on utilise pour les génératrices de nos éoliennes. Donc les terres rares ne sont pas rares, c'est l'occasion de la placer, mais c'est vrai que c'est un message qui est globalement important. Le gallium c'est ce qu'on retrouve avec l'indium dans les diodes aujourd'hui. Et puis là vous avez des éléments qui commencent à être un peu plus rares. J'ai 22 kg d'arsenic, j'ai 3 kg de germanium, 5 kg d'uranium, 130 grammes de mercure, 2 grammes d'or, et il y a des éléments qui sont plus rares que l'or, comme le tellure par exemple. Tellure qu'on a tendance aussi, enfin tellure, une des grandes applications potentielles, c'est aussi dans les panneaux photovoltaïques, en tellure de cadmium. Voilà. C'est des caisses là, on va se confronter à
choix technologique, si on développe une certaine technologie, est-ce qu'il y a suffisamment de la ressource? Bon, ceci ne vous dit pas tout. Ce que vous pouvez comprendre, c'est que, comme je dis toujours, j'espère que personne n'est en train d'excaver mon jardin pour l'instant, mais j'en suis convaincu parce que ce n'est pas économique. Ça, c'est une espèce de bruit de fond, une espèce de mélange, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, ce n'est pas un gisement du tout. Si je voulais aller chercher quelque élément que ce soit là-dedans, ça me coûterait, comme je dis, je l'aurais à prix d'or, ça me coûterait très cher. Pour faire un peu simple aujourd'hui, ce qu'on appelle un gisement, donc ce gisement c'est une anomalie formée par des processus naturels, une anomalie telle qu'il y a entre 500 et 1000 fois plus que dans mon jardin. Donc si vous voulez avoir une vague idée, là où j'ai 46 kg, ben, il faut que j'ai 500 fois plus pour avoir aujourd'hui quelque chose que je peux qualifier de minerai, qui serait économique. Puis il faut aussi que j'ai les millions de tonnes qui vont avec, hein. Ce n'est pas seulement une question de teneur, c'est aussi une question de tonnage. Et pour faire simple, un gisement de cuivre, c'est 500 à 1000 fois plus que ce que j'ai ici dans mon jardin, et c'est valable pour à peu près tous les éléments. Donc la question qui se pose maintenant, c'est quand même de se dire, bon, on espère quand même que jamais les générations futures ne devront aller chercher du cuivre qui est à 23 grammes par tonne. 46 kg, je rappelle, je traduis autrement, c'est 23 grammes dans une tonne. J'en profite peut-être pour dire aussi, parce que vous ne le voyez pas ici, l'or, 2 grammes dans mes 2000 tonnes, c'est 1 ppb, c'est une part par milliard. Si vous ne le savez pas, un gisement d'or aujourd'hui, la moyenne de toutes les mines d'or aujourd'hui, c'est exactement 1 gramme d'or dans une tonne. Donc pour l'or, j'ai ici une bague en or, ça fait 3 grammes peut-être, donc il faut extraire 3 tonnes de roche pour avoir 3 grammes d'or. Donc 1 gramme d'or par tonne, mais dans la nature ici, je suis à 1 milligramme d'or par tonne. Donc, je reviens à mon cuivre, pardon, je vais vous embrouiller. Donc, dans mon cuivre, on est d'accord, la croûte terrestre, elle contient à peu près, là pour faire simple, 23 ppm de cuivre, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et donc, le pic que je représente ici, c'est une visualisation de ce qu'on peut appeler la ressource ultime. Si je prends toute la croûte terrestre et que je mets 23 grammes par tonne de cuivre dedans, j'ai ici une masse de matière, hein, qui est exprimée en milliards de tonnes, je vous laisse l'échelle. C'est une estimative. Ça représente un peu le pic, cette teneur de fond, c'est ce que je disais, c'est un peu la teneur de mon jardin, donc pour l'instant ça nous intéresse pas. Les gens qui font des calculs sur des ressources ultimes, notamment dans une analyse de cycle de vie, ont parfois pris une limite de 18 km. Pourquoi? C'est un peu une drôle de limite parce qu'il y a deux critères. On est d'accord qu'on va prendre l'ensemble de la Terre, hein, on a 6 000 km de rayon, on ne parle pas de ça, on parle ici de la croûte continentale, de cette petite coquille d'œuf sur laquelle on vit. Quand on prend 18 km, je ne sais pas très bien où on est allé, pourquoi on a pris ce chiffre-là, on peut en débattre. Bon, là, typiquement, on fait, on va dire, une trentaine de kilomètres, ça dépend des endroits. Maintenant, bon, si vous me demandez d'aller exploiter à 18 km, c'est clair que les conditions sont extrêmes, donc je ne sais pas si on ne pourra jamais y aller. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de l'exploitation minière la plus profonde actuellement en activité. Quelqu'un se lance? C'est 8 km Non, c'est 4. Souvent, on sous-estime. Donc, la mine la plus profonde d'aujourd'hui, en Afrique du Sud, travaille à 4 km. Mais c'est très exceptionnel. La plupart des gisements sont travaillés dans les premières centaines de mètres. Donc, c'est très exceptionnel parce que le gisement est assez facile. Enfin, il a été assez facile à identifier. C'est Witwatersrand. Et ils ont la chance d'avoir un gradient géothermique raisonnable. Autrement dit, ici, à 4 km, il fait 120 degrés. En Afrique du Sud, là-bas, il ne fait que 60 degrés. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que c'est sûr que si un jour on imagine aller à 18 km, il faudra nécessairement, ce seront des robots, ce seront des technologies qui seront assez coûteuses, qui vont résister à cette température-là, et on n'y est pas encore. Donc on peut spéculer, savoir si c'est une bonne valeur. Bref. Pour l'instant, j'espère qu'on ne devra jamais aller chercher le cuivre là-bas, donc je m'intéresse évidemment au gisement. Alors voici ici un graphique qui n'est pas de moi, c'est fait par Gerst, c'est l'école de Yale, hein, le Centre pour l'écologie industrielle, sous la direction de Tom Gradle, pour ceux qui connaissent un peu les livres sur l'écologie industrielle. Et Gradle a publié ce graphique-ci que j'ai recolorisé pour qu'on se comprenne bien. Donc ça, c'est le pic, c'est ce qui est disponible dans la croûte terrestre, donc à des teneurs qui sont tout à fait non économiques et inimaginables si on veut aller les chercher. Un gisement aujourd'hui, c'est, je disais, 0,3% de ces 3000 ppm. Attention avec l'échelle est logarithmique ici. Hein. Donc les gisements exploités aujourd'hui, ils sont là où j'ai mis le pointier. Voilà, un gisement aujourd'hui, c'est 3000 ppm. Mon jardin, c'est 23 ppm. Donc le facteur entre 500 et 1000, il est bien là. Et alors, il dessine ce pic-ci en disant, voilà, c'est tout le minerai qu'on a exploité. Alors, bon, l'humanité est logique, on a d'abord pris les gisements les plus riches et les plus faciles à trouver, avant d'aller vers des choses plus difficiles.
On a mangé la cerise sur le gâteau avant de commencer à attaquer le gâteau. Donc on a évidemment commencé à travailler des gisements qui étaient à 1% de cuivre, les plus riches, et puis progressivement on est confronté au fait de maintenant travailler des gisements, pardon, j'étais à 10% ici, 10%, 4, 3%, et puis on est confronté au fait de travailler des gisements à 0,3%. Il représente ce pic-ci, qui est l'ensemble de tout ce qu'on a exploité jusqu'à présent. Je pense que le travail est fait sur une compilation de données qui est sérieuse, donc je ne critique pas. Et puis il a mis une zone hachurée en disant voilà, les gisements de type porphyry copper pas encore découverts, nous estimons que c'est ce petit morceau-là. Donc quelque part le message c'est de dire on a déjà mangé tout ça, il reste ça à manger, c'est spéculatif, hein. Enfin c'est basé sur une perception de géologue, mais il n'a pas nécessairement d'argument très fort pour dire ça. Parce que le message ici c'est de dire quand nous aurons mangé ça, on ne rira plus parce que là, tout d'un coup, on sera confronté au fait d'exploiter des roches beaucoup plus pauvres. Donc il dessine ici, ce qu'on appelle la barrière minéralogique, il dessine un minimum entre deux pics. Personnellement, je n'ai aucune raison de penser, je viens en débattre avec des spécialistes du domaine, je n'ai pas tout à fait de raison de croire que c'est comme ça, en tout cas pas pour le cuivre. Donc je n'ai pas peur de dessiner ceci. J'ai remis moi-même une enveloppe au-dessus, je dis non, je pense que l'enveloppe ressemble plus à ça, qu'il y a un continuum, et quand on passera de 0,3, 0,2, 0,1. Évidemment qu'on va des teneurs plus faibles, mais je n'ai pas de raison d'envoyer des messages de ce type-là. Je le pense pour le cuivre, on peut en débattre pour certains éléments. Pour les collègues géologues, je dis que pour le chrome, je suis assez d'accord qu'il y a sans doute une bimodalité. Parce qu'on sait que le chrome, c'est très particulier. On a des gisements beaucoup plus riches à 30% de chrome, puis il y a sans doute un vide, et puis on retrouve des roches à quelques centaines de degrés. Ça, c'est un peu technique. Bon, de toute façon, on est bien d'accord que là, on va commencer par exploiter les gisements les plus riches, les plus faciles. Je répète, quand vous avez des grandes teneurs, c'est que vous avez aussi des petits volumes. Vous pouvez avoir, comme je dis, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, la cerise, elle est petite. Si vous mangez la cerise avec un morceau de gâteau plus grand, vous diluez la cerise, vous avez une teneur plus faible. Donc, on va vous présenter très souvent des graphiques comme ceci, qui servent d'ailleurs à faire des facteurs de caractérisation en analyse de cycle de vie, mais c'est un autre sujet. On va vous montrer ceci. Moi, bon, c'est correct. Ceci, c'est la visualisation, un peu de ce que j'illustrais ici. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler des gisements. Si vous allez voir en 1800, on travaillait les gisements, la partie supergène des gisements de Rio Tinto, la partie la plus riche, oui, on allait exploiter des zones à 6-8% de cuivre, extrêmement riches. Mais il en fallait très très peu, c'était juste pour nourrir les quelques artisans locaux. Donc ceci, ça correspond évidemment à une décroissance des teneurs. Avec le temps, sur le 19e siècle, on voit que les teneurs de gisements diminuent, mais c'est du travail artisanal. Le début de l'ère de l'électricité, ça se situe ici. Donc les vrais grands besoins, les demandes qui se... Rappelez-vous, la courbe de production, on était à quelques dizaines de milliers, centaines de milliers de tonnes. On rentre dans les millions de tonnes seulement dans les années 50. Donc ceci paraît très alarmant, mais c'est plus correct de montrer ceci. Et puis en plus, ce n'est pas directement alarmant, cette évolution, elle est liée aussi au gigantisme. Donc je disais, ça c'est de l'artisanat minier. Bon, il y a une invention technologique très importante qui est la flottation, qui a vraiment permis d'aborder des traitements minéraux plus complexes. Et puis aujourd'hui, si vous avez déjà vu des mines modernes, c'est du gigantisme. Hein, c'est les fameux canons de 300 tonnes là, qui ont des pneus 2 fois plus grands que moi. Bon, on travaille des très grandes quantités, on travaille dans le gigantisme au niveau des technologies, ce qui permet d'abattre des coûts et donc d'aller chercher des roches qui sont plus pauvres. Maintenant, c'est sujet à discussion, on peut en parler, mais cet appauvrissement-là, il ne va pas directement de pair. Ce que je veux dire, grâce à l'innovation technologique, on a réussi à maintenir des prix du cuivre relativement stables. Ceci vous montre l'évolution du prix du cuivre en dollars constants sur le XXe siècle, et objectivement, il y a bien sûr des fluctuations, mais il n'y a rien d'alarmant. On ne peut pas dire que cette diminution de teneur s'est accompagnée d'une croissance énorme des prix. Ça veut dire qu'on a réussi, grâce à l'innovation technologique, à maintenir des prix qui sont relativement constants. Bon, on peut parler de tout ça, on peut revenir sur ces choses-là si ça vous intéresse. Maintenant, je vais passer un tout petit peu sur ceci pour ne pas être trop long. Bon, je ne suis pas ici pour faire l'apologie du domaine minier. J'ai quand même envie de dire, en tout cas devant un public large, je dois souvent le faire, vous avez une image très biaisée de l'exploitation minière, parce que ce qu'on vous montre, généralement, c'est de l'artisanat minier, c'est des enfants qui creusent, ce sont des conditions épouvantables. On vous dit qu'il y a eu une catastrophe en Chine dans une mine de charbon comme il y en avait chez nous au début du XXe siècle. C'est en même temps, la mine, ça peut être un monde très innovant, qui a encore beaucoup de progrès à faire, mais ça peut être très innovant. Ici, j'ai
C'est-à-dire, j'ai malheureusement, parce que j'ai pris l'illustration d'un gisement finlandais qui est Talvivaara, qui est un gisement très complexe, il y a du nickel, du cobalt, du cuivre et du zinc, où tout se fait par biolixiviation, par action bactérienne. Et donc c'est un projet très ambitieux. Il s'est cassé la gueule financièrement, donc il n'est pas tout à fait viable pour l'instant, mais le challenge était là quand même, c'est d'essayer d'aller chercher des roches qui sont globalement très pauvres, en utilisant finalement de la main-d'œuvre bactérienne et en utilisant donc finalement ce qu'on peut faire de mieux en termes de technologie au niveau de l'extraction, sans mettre en œuvre des technologies trop coûteuses et trop impactantes au niveau environnemental. Soit. Alors, ressources minérales et développement durable, je vais être assez rapide là-dessus, parce que c'est vrai que ça mérite d'être débattu, c'est pas si simple. Vous ne pouvez pas aller chercher une roche à 0,3% de cuivre sans quelque part remuer ciel et terre, sans quelque part avoir un impact sur votre environnement. Celui qui vous dit zéro impact, ceux qui vous disent zéro waste, il vous ment. Objectivement, il y a toujours, toute activité humaine a un impact, et a fortiori, dans une mine de cuivre, on travaille avec des millions de tonnes, fatalement l'impact peut être spectaculaire. Le tout, c'est de voir comment on le gère. Ce que j'illustre ici, et souvent oui, c'est peut-être important de l'illustrer, bon, je prends un produit de consommation, et souvent j'introduis mes conférences comme ça en disant, tiens, si les atomes étaient capables de me raconter un petit peu leur histoire, de me raconter quel est leur parcours, ça nous permettrait de prendre conscience finalement de toute cette mobilisation de ressources et tout l'impact environnemental de tous ces produits que nous avons et que nous consommons. Je prends parfois le GSM, ici j'ai pris la voiture. Mais donc je dis, tiens, imaginez que je touche la carrosserie et que je touche un atome. Alors, quel est l'atome que je touche? C'est la première question que je pose souvent. Hein, si je touche un atome, je vais d'abord toucher un atome d'oxygène, plus que probablement, mais comme je ne m'intéresse pas à l'oxygène, à votre avis, si je touche la carrosserie de ma voiture avec un bois qui est aussi fin qu'un atome, quel est l'atome que je vais toucher? Quel est le métal qui se trouve exposé? Normalement, on me dit le fer, bon, c'est pas le fer parce que c'est le titane. Le titane est présent dans toutes nos peintures, et donc sous forme de dioxyde de titane, donc dans tout ce qui est peinture, il faut qu'il y ait un opacifiant qui est du titane. Donc le premier atome que je vais trouver, c'est le titane. Le titane aujourd'hui, d'où est-ce qu'il peut venir? Par exemple, il peut venir de gisements qui sont des sables de plage, je vais faire simple, en Australie. Sibelco, aujourd'hui, les propriétaires d'un gisement qui est au large de Brisbane, pour ceux qui ont déjà été par là, ou si vous avez eu la chance, si vous êtes allé à Brisbane, il y a une île qui s'appelle Stradbroke Island, où il y a Point Blue Cove, là où Cook a débarqué. Bref, c'est juste là-bas que ça se passe, dans des environnements qui effectivement sont des environnements fragiles ou préservés. Je peux dire que l'exploitation se fait dans des conditions assez strictes. Je peux vous dire qu'il y a tout un inventaire de biodiversité qui est fait avec une obligation de remise en état des dunes et des sites. Mais bon, voilà, le titane qui est dans votre peinture, ou le titane qui est dans votre... oui, dans votre peinture principalement, mais il peut très bien venir de là-bas. Donc c'est-à-dire qu'il a déjà fait ce trajet, sans compter qu'il a fait d'autres trajets à titre métallurgique. Si je gratte un peu en dessous de la peinture, je vais toucher un atome de... Aujourd'hui, tous les aciers sont galvanisés. Comme tous les aciers sont galvanisés, je vais toucher du zinc. Si je demandais au zinc de me raconter son histoire, il y a peut-être une certaine probabilité que le zinc vienne d'Irlande. Il n'y a pas nécessairement non plus des antipodes. J'en sais rien, hein. Peut-être que le zinc de ma voiture, peut-être qu'il viendra peut-être du Pérou, il viendra peut-être d'Australie aussi. Voilà. Je prends l'hypothèse où il vient d'Irlande, où on a des gisements qui sont en fait tout à fait similaires à ce qu'on pourrait avoir en Wallonie, simplement en Irlande ils sont en exploitation. Troisième élément, si je rate un peu, je tombe sur le fer, et le fer, ça nous amène par exemple au Brésil, au Minas Gerais, voilà, dans les grandes exploitations du fer. Si je fais ça, souvent je fais ça avec le grand public, histoire de raconter, mais c'est une façon aussi de dire, de manière très simple, quand vous avez un produit final, d'abord l'exploitation minière, c'est faite aux quatre coins de la planète, et je ne raconte pas toute la filière, je devrais ensuite continuer toute la filière métallurgique, et je ferai peut-être plusieurs fois le tour de la Terre avec mon atome de titane ou mon atome de fer avant de finir dans ma poche ou dans ma voiture. Donc c'est clair que tout ça se fait à un certain prix, tout ça se fait à un certain coût environnemental et qu'il y a des bonnes et des mauvaises pratiques. Ceci étant, je veux juste vous dire, parce que c'est vrai que la conférence ici était faite pour des gens qui travaillent sur l'analyse de cycle de vie, donc des gens qui essaient de comparer des procédés, de dire ce procédé-là est meilleur parce qu'il a moins d'impact sur l'environnement. Et donc je l'ai titillé sur le fait de dire c'est pas si simple de savoir, par exemple si j'ai du nickel, s'il vaut mieux que j'ai du nickel de Norilsk ou du nickel de Nouvelle-Calédonie. Je vous illustre ici deux photos, peu importe. Voilà. Si j'ai du nickel aujourd'hui dans ma poche, il y a de fortes chances qu'il vienne par exemple de Russie ou qu'il vienne de Nouvelle-Calédonie. Et je titillais des gens qui font ces analyses d'impact environnemental en disant à votre avis, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux l'un ou l'autre? Et ce n'est pas c'est juste pour dire que ce n'est pas simple du tout.
ici, au risque, on est presque dans le Goulag, on est dans le nord de la Sibérie, bon, dans des pratiques industrielles qui ne sont pas les plus performantes, on est bien d'accord, c'est des endroits qui ont été assez largement pollués. Vous donnez du travail, donc il y a tout l'impact social aussi, hein, des gens qui sont loin de tout. Bon, voilà. C'est une exploitation souterraine, c'est une exploitation de sulfure avec un certain type de procédé. En Nouvelle-Calédonie, c'est aussi la base de toute l'économie de la Nouvelle-Calédonie, dans un environnement tropical, fragile, avec des lagunes, vous exploitez des silicates de nickel avec procédés très différents. Je veux juste dire, et je clôture là-dessus, aucune question n'est simple, et certainement pas celle de dire ceci est mieux que ça. Le débat qui consiste à dire quel nickel doit-on privilégier, je ne sais pas le clôturer facilement, même avec tous les indicateurs que j'ai. Ce qu'on peut imaginer, ici, de nouveau c'est un peu technique, mais je vais essayer de le présenter comme ça. Bon, on est, je surveille il faut que j'aborde le recyclage. Encore 10 minutes. Oui, j'ai commencé un peu après une heure, je vais essayer de boucler assez vite. Permettrait d'accélérer certaines choses. Ici, le message, c'est quoi? C'est le message, est-ce qu'on veut consommer local? Ce qui paraît assez évident, moi je suis vraiment absolument convaincu qu'on doit apprendre à reconsommer des fruits et des légumes de saison et des fruits et des légumes qui sont une production locale, on peut discuter du local. Est-ce que je peux vous tenir le même discours sur les matières premières? Question intéressante. C'est plus compliqué que ça, parce que si vous me demandez du platine, je ne me sens pas capable, dans un rayon de 500 km, de vous trouver un gisement de platine digne de ce nom, pour des raisons purement géologiques. Donc s'il vient aujourd'hui d'Afrique du Sud, c'est pour des raisons géologiques. Un élément que j'aime beaucoup, c'est le germanium. Le germanium, c'est votre fibre optique. Donc c'est Internet. C'est vraiment la base de toute notre infrastructure. Le germanium, pendant longtemps, il a déjà été produit ici en Belgique, au départ de ressources du Congo, mais aussi au départ de minerais de zinc. Donc, par exemple, la mine de Saint-Salvi en France a été historiquement un contributeur important du germanium. Aujourd'hui, tout ça s'est oublié. Vous voyez, même de loin, vous voyez que cette couleur bleu foncé, c'est la Chine, qui depuis 2000 a quasiment le contrôle de tout le marché du germanium. Et vous savez d'où il vient ce germanium? Il vient des cendres de charbon. Donc dans les centrales électriques en Chine, on brûle du charbon, on récupère les cendres, et dans ces cendres, on va chercher du germanium, à quelques grammes par tonne. Donc votre germanium, qui est un métal qui paraît un métal très pur, qui est associé à l'Internet, à vos fibres optiques, que vous voyez comme vraiment le métal, c'est noble, parfait ou technologique, ben, il est directement associé à des émissions de CO2, et pas des moindres, parce que ce sont les centrales électriques au charbon en Chine, et pire que ça, mais j'en ai pas tout à fait la preuve, mais ça vient qu'être du directeur technique du Nicor, on me disait que non, ils brûlent même du charbon, donc la production de cendres dans les centrales électriques n'est pas suffisante, donc on va jusqu'à brûler du charbon pour avoir du germanium. C'est ça que vous voulez? Parce que sinon, je vous interpelle, je dis, ben, vous savez, si vous voulez vraiment, et on a fait des analyses récentes au germanium dans les sphalérites belges, ne fût-ce que pour illustrer la question, si vous voulez vraiment, je veux bien aller vous chercher du germanium dans la province de Liège, et peut-être que ce serait, et si on fait comme tout ce qui est production locale et qu'on a cette réflexion-là, ben, peut-être que ça ferait du bien. Ça aurait le mérite, en tout cas, de ne plus externaliser les impacts. Parce que pour l'instant, ça se passe en Chine, on ne s'en inquiète pas. Si ça se passe à côté de chez nous, ben, on verrait l'impact de l'extraction du germanium. On devrait vivre avec, on l'accepterait aussi. Donc c'est quelque chose de très important d'internaliser l'impact de ce genre d'activité. Ok, vous permettrez, donc je vais terminer sur le recyclage, évidemment c'est devenu clé aujourd'hui. Donc, c'est d'aller très vite, enfin ça allait très vite. Le recyclage n'est pas nouveau du tout. Hein. Très souvent, ici je n'ai pas la diapo, mais je montre souvent les statues grecques en bronze en disant qu'il y en a 3 ou 4 qui sont connus. Pourquoi? Parce que les Romains ont été chercher toutes ces statues grecques et les ont refondues et se sont refait des statues à leur goût. Donc il n'y a rien de neuf dans le recyclage, ça a toujours été dans l'histoire de l'humanité. Simplement, ça prend des proportions importantes. Donc aujourd'hui, on abandonne un peu le take, make, dispose, hein, je prends, je fabrique, je jette, pour essayer d'avoir une réflexion différente. Comme je dis, nous restons dans l'histoire comme la génération BIC, du fameux BIC. C'est fascinant de penser qu'en 1950, on a crié waouh quand la type a dit voilà, dorénavant, vous aurez de quoi écrire, vous le jetez quand vous avez fini avec. Donc, le BIC et le briquet, bon, c'est vraiment emblématique de notre comportement. Donc on abandonne cette réflexion-là, on se dit maintenant, ok, on a une vision plus circulaire. Autrement dit, quand on va extraire des ressources d'une mine, on va les mobiliser, donc c'est 3 fois le tour de la Terre, comme je dis, on va faire cette production métallurgique, on va produire un produit, le produit en fin de vie, on va le collecter et on va le retravailler. Là, vous avez les véhicules, donc la récupération des métaux hors des produits en fin de vie, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, on travaille dans mon équipe beaucoup avec Comet Traitement.
qui est le leader, non pas en termes de quantité de voitures recyclées, mais en termes de quantité de matière qu'on récupère au départ des voitures. On récupère à peu près 96% des ressources qui sont dans les véhicules avec les procédés qu'on a. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui un peu ce regard maintenant. On regarde les mines primaires et on regarde ce qu'on appelle les mines urbaines, donc finalement l'ensemble de tous ces produits qui s'accumulent en famille. Cette simple diapositive me permet de vous raconter beaucoup de choses sur le recyclage, et donc je vais l'utiliser et essayer de quasiment clôturer là-dessus sans rentrer dans trop de détails. Bon, ça, c'est l'évolution de l'histoire de l'éclairage sur le XXe siècle. Technologie fantastique, la lampe à incandescence, elle aura duré 100 ans, hein, elle est arrivée en 1900, elle était encore là, elle est toujours un peu là, enfin, elle est interdite à la vente maintenant. Quand on y pense, une technologie qui dure 100 ans, c'est assez fantastique. Bon. C'est le génie, alors c'est pas Edison pour la petite histoire, hein. Edison c'est juste un bon ingénieur qui a créé General Electric et qui avait le sens des affaires. Donc ce qu'il a trouvé d'intelligent Edison, c'est quelque part de simplifier la technologie et de la rendre disponible pour tous. Parce qu'en fait les tout premiers essais de lampes à filament, c'était un filament de platine ou d'osmium, hein, osram, ça vient de osmium. Et là on butait sur le fait que c'était des métaux précieux et que donc ça handicapait la technologie. Edison fondamentalement il a compris, il y a eu d'autres essais, mais il a compris qu'avec du tungstène, il avait une ressource assez abondante et que donc il avait une technologie pas très coûteuse à produire. 12 à 20 lumens par watt, hein, donc c'est à peu près la quantité de lumière que vous recevez pour une certaine puissance électrique. Du tungstène, un peu de verre, un peu d'acier, bon, très peu de ressources nécessaires. Au jour d'aujourd'hui, la grande vedette c'est la diode. C'est fantastique, on a fait un progrès, on est passé de 14 à 140, on a un bond d'un facteur 10. On a 2 fois plus de lumière pour la même quantité d'électricité, mais on va retourner le problème autrement. On consomme 10 fois moins de ressources énergétiques pour s'éclairer autant. Donc ça, évidemment, quand on a des panneaux solaires et qu'on essaie d'être autonome, c'est évidemment très important. Je consomme 10 fois moins d'énergie. Oui, mais vous voyez comme moi, grâce à ces radiographies, que l'histoire est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que dans ces lampes-ci, j'ai du gallium, de l'indium, du cérium, du tritium, du cuivre, de l'argent, du silicium. Je peux vous en citer 60. Vous avez tout le tableau de Mendeleev, c'est aussi compliqué que mon GSM. Donc j'ai mobilisé les quantités de ressources spectaculaires. J'ai dû ouvrir, pour faire très simple, j'ai dû ouvrir une bonne cinquantaine de mines de par le monde, et mines veut dire aussi toutes les filières industrielles qui vont avec. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi le recyclage chez vous. Si vous me confiez ceci, enfin, comme je dis, un enfant de 6 ans peut recycler les matières. Le tungstène est aussi dense que l'or, donc il n'y a pas besoin d'avoir des trésors d'intelligence technologique pour aller rechercher les ressources là-dedans. Par contre ici, je vais vous répondre très simplement, c'est impossible. Oui, bien sûr, on travaille. Bien sûr, chez Ubiqueur et dans mon équipe, on travaille sur le recyclage des métaux, on essaie d'aller rechercher ces métaux-là. Mais je vous dis très simplement que c'est Tintin, gallium, indium, cérium, etc. C'est quasiment impossible d'aller les rechercher. Parce que techniquement, ils sont extrêmement, vous le voyez, hein, ce sont des micro-technologies, des nanotechnologies, ils sont extrêmement imbriqués les uns dans les autres de manière beaucoup plus complexe encore que dans la nature. Donc c'est très coûteux, au sens thermodynamique du terme, d'aller chercher ces métaux. Et vu la valeur des matières, c'est pas rentable. Je ne sais pas si vous avez une idée, je vais passer au GSL parce que mais c'est la même chose pour l'ampoule. Quelle est la valeur des matières qui sont ici dans votre avis? Donc la valeur résiduelle d'un GSL. Autrement dit, parce que je suis recycleur, combien est-ce que vous me donnez si je parviens à reséparer le cuivre, l'argent, le silicium et tout ça? C'est 1 euro. Donc, pour un appareil que j'ai acheté 200 euros, la valeur résiduelle, c'est 1 euro. Et 1 euro pour tout ce qui est dedans, ben, c'est finalement pas tant que ça. Donc ça, c'est aussi pour dire que le prix des métaux, je voulais peut-être vous laisser cette réflexion-là, le prix des métaux, il a été fixé en fonction du coût d'extraction. Il y a un équilibre, j'essaie de le faire comprendre, il y a un équilibre entre ce qu'on va chercher dans la nature, hein, le prix que vous me donnez pour, et ce que je vais chercher. Il y a un équilibre entre la réserve et le cours du métal. Donc si on ne parvient pas demain à trouver un coût vérité pour les métaux, on empêche le recyclage. Bon, ça c'est pour l'aspect économique. Il y a encore l'aspect thermodynamique qui est aussi difficile, mais en tout cas, un premier aspect, c'est l'aspect économique. Il faudrait que le prix du métal puisse être un prix vérité, comme on a fait pour l'eau, un prix qui inclut le recyclage. On va me dire qu'il y a une taxe récupérée, on peut discuter de la taxe récupérée, mais on n'a pas encore trouvé le modèle économique qui convient. Donc ça, c'est l'aspect recyclage qui est problématique. L'aspect ressources. Alors vous allez me dire, oui, mais non, c'est bien, écoutez, vous savez, ici, ces lampes-là, elles vont durer des milliers et des milliers d'heures. C'est vrai, c'est intéressant. Si l'ampoule a une durée de vie beaucoup plus grande, ça vaut la peine d'être mis en équilibre. Ceci étant, vous savez qu'il y a toujours une ampoule incandescence qui fonctionne toujours depuis presque 100 ans, hein, je ne sais pas combien on est. Autrement dit, si on avait vraiment voulu faire des lampes qui résistaient, on pouvait le faire. Hein.
Je ne suis pas très convaincu par l'obsolescence programmée, mais c'est vrai qu'en 1928, les fabricants d'ampoules, Philips, General Electric, Osram, se sont mis d'accord sur le diamètre du fil de tungstène. En se mettant d'accord sur le diamètre du fil de tungstène, quelque part, ils s'étaient mis d'accord sur la durée de vie de l'ampoule, puisque vous avez une évaporation du tungstène. Donc on a un peu limité la durée de vie de ces ampoules-là artificiellement. D'ailleurs, les dernières, bon, elles pètent toutes, hein, elles sont fabriquées, enfin bref, elles ne durent vraiment plus. Celles-ci, on nous promet qu'elles dureront longtemps, mais jusqu'à quand est-ce qu'on va nous fabriquer des ampoules qui dureront vraiment longtemps? Parce que quel est le modèle économique derrière? Donc il y a une vraie réflexion. Alors il y a une chose que je voudrais introduire ici, c'est l'idée d'économie de la fonctionnalité, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui est un peu interpellante, c'est vrai, quand on voit cet exemple-ci. L'économie de la fonctionnalité, c'est finalement de dire pourquoi est-ce que je me retrouve propriétaire d'une ampoule, d'un GSM, d'une voiture? Pourquoi est-ce qu'à la fin de vie, je me retrouve propriétaire d'un tas de métaux? Moi qui ne suis pas métallurgiste, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, finalement, je n'ai pas besoin d'être propriétaire de l'ampoule. Et l'économie de la fonctionnalité, c'est quelque part de dire, ben, je laisse à Philips, enfin je cite une marque, mais vous aurez compris, je laisse à Philips la propriété des ampoules dans la pièce ici. Moi, je paye Philips chaque année pour les lumens que je reçois. Donc, je dissocie la fonctionnalité, je suis prêt à payer des lumens que je reçois de la part de la compagnie qui fabrique le système d'éclairage, mais je ne m'occupe pas ni de l'entretien de la réparation, et a fortiori du recyclage des ampoules en fin de vie. Avec ce genre de modèle que Philips a commencé à mettre en place, ils sont assez proactifs là-dessus, et pour l'éclairage ça fonctionne, vous avez peut-être entendu parler de Michelin aussi sur l'usure des pneus, il y a quelques exemples comme ça qui circulent. Avec cette logique-là, vous dites tiens là il y a une bonne idée parce que moi j'ai ce que je veux, j'ai mon éclairage, évidemment je vais devoir payer à vie, mais c'est logique. Philips, il a tout intérêt à faire des ampoules qui vont durer le plus longtemps possible, parce qu'il n'a pas envie d'intervenir sur site tous les mois. Et il a aussi intérêt à fabriquer des ampoules, si je considère vraiment la fin de vie, qu'à un moment donné l'ampoule ne fonctionne plus, il a tout intérêt à faire des ampoules qui seront faciles à recycler. Donc il a intérêt, en tant que fabricant d'équipement, à déjà réfléchir à la recyclabilité, au fait que cette ampoule sera facile à recycler. Donc je mets finalement toute la charge sur le fabricant du produit. Alors que pour l'instant, quand je suis propriétaire d'une diode, c'est moi qui me retrouve avec ce genre de problématique. Donc il y a vraiment une voie à creuser qui fonctionne bien pour l'éclairage, qui l'économie de la fonctionnalité peut parler vraiment dans tous les domaines. Bon, je passe ceci parce qu'on peut éventuellement en discuter. Au niveau des recommandations sur le recyclage, je propose qu'on ouvre la discussion. Voilà, juste pour vous dire que vous aurez compris, je suis ingénieur géologue, j'ai eu une vie, au départ, j'espérais me consacrer beaucoup aux matières premières, mais il y avait un dédain d'intérêt, il y avait un manque d'intérêt réel de la part de la société. Depuis 2005, surtout depuis 2010, l'Europe a lancé ce qu'on appelle la Low Motility Initiative, donc il y a un regain d'intérêt en Europe, qui est peut-être déjà en train de retomber, mais grosso modo l'Europe s'est dit, enfin, on consomme 20% des métaux, on n'en produit que 3, donc il faut qu'on soit présent. Et c'est vrai que tout ça, ça a aussi généré une réflexion non seulement sur les matières premières, mais aussi sur les matières premières secondaires, sur le recyclage. Et voilà, j'ai la chance d'être aujourd'hui fortement impliqué, enfin, j'espère que c'est une chance, c'est une charge aussi, dans toute une série d'initiatives, notamment un très gros projet de la région wallonne qui est Reverse Metallurgy, où nous travaillons avec le Centre de recherche métallurgique, et nous travaillons avec une série de PME très innovantes, donc vous voyez, Comet Traitement, Hydrométal, etc., des sociétés un peu plus grandes. Vous ne voyez pas Umicore, parce que même si Umicore est né historiquement à Liège, ils sont moins présents, ils sont en train de vendre leur toute dernière filiale à Liège, donc ils sont moins présents en région wallonne, mais ça c'est un commentaire secondaire. Et on a l'ambition, parce qu'on est en train de on peut enfin réinvestir dans toutes ces technologies, notamment pour aller chercher, enfin, finalement on travaille sur la récupération de ces métaux, essayer de faire le mieux qu'on peut. On a la chance de pouvoir redéployer toute une plateforme, mais notre idée c'est à l'avenir de travailler un peu sur tout ça, d'avoir cette plateforme polymétallique, polyvalente de traitement des matières polymétalliques, de travailler sur l'impédance dans la conception des produits. Vous aurez compris que, enfin, j'ai essayé de faire comprendre que l'ampoule, si on ne la conçoit pas différemment, le GSM, si on ne le conçoit pas différemment, le recyclage est vraiment confronté à des grosses difficultés. Donc on veut travailler avec des fabricants de produits pour démontrer finalement la recyclabilité des produits. Comme aujourd'hui, quand vous achetez un frigo, vous avez un indice de consommation énergétique, vous pouvez imaginer que demain, en achetant un produit comme celui-ci, vous aurez un indice de recyclabilité, disant à quel point c'est réellement recyclable. Je suppose que vous avez compris qu'en voyant aujourd'hui 100% recyclable avec le petit logo, ça ne veut évidemment rien dire, ça ne veut pas dire qu'on a démontré qu'il y avait une recyclabilité, c'est juste un logo qu'on peut, comment est-ce qu'on appelle ça, un peu souvent auto-attribué, donc il n'y a pas une vraie réflexion derrière ces labels 100% recyclables, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, je termine ici et je vous écoute, parce que j'espère que j'ai ouvert suffisamment de porte au débat. Merci.
Voilà, ben, merci Éric Pirard pour ce exposé à la fois passionnant, puis je suppose appelle des réactions, on va susciter des réactions. Oui, bien. Juste une question d'éclaircissement. Si j'ai bien compris, vous avez dit au début que la consommation per capita de cuivre en Europe ou en Belgique était stable depuis plusieurs années. Oui. Est-ce que cette consommation de cuivre, c'est la structure industrielle de l'Europe, c'est-à-dire toutes les importations de cuivre semi-fini ou minéral, ou bien est-ce qu'elle inclut tout le cuivre qu'il y a dans tout ce qu'on importe d'Asie, etc. Autrement dit, est-ce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler le cuivre gris et compter dedans? Je ne sais pas exactement comment on fait le calcul, mais pour moi tout est compris dedans. C'est basé sur la consommation de produits, peu importe d'où ils viennent et peu importe ce qu'ils viennent. Donc le cuivre, là, comment est compris? Vous avez pris vos sources dans les... La source que j'ai, enfin, il y en a sûrement d'autres, mais la source que j'ai, c'est un rapport qui a été fait en 2001-2002. La citation était dans mes diapos, et ça reste une source intéressante, parce que ça a été fait par l'Institut de développement environnemental de excusez-moi, voilà, ici, hein, Breaking New Grounds. Donc le International Institute of... Ah oui, pardon, International Institute for Environment Development, voilà, 2002. Ce rapport-là, qui est disponible en ligne et qui est assez facile à trouver, même s'il date d'il y a 10 ans, il contient pas mal d'indicateurs. Comment ils sont calculés. Voilà. Ben, oui, voilà, je pense que c'est sur les besoins, c'est grosso modo, je ne sais pas trop ça comment... peut changer beaucoup, puisque l'Europe a beaucoup fait produire ces appareils, ces équipements depuis 10 ans ou plus en Asie du Sud-Est. Oui, s'il n'est pas compris dedans... Si, peu importe d'où le produit vient, mais oui, c'est notre consommation, c'est le besoin de la société, c'est tout ce que vous achetez sur une année, plus ce que la société, en termes d'infrastructures communes, etc., consomme, hein, c'est basé là-dessus. Mais bon, c'est vrai aussi que nous avons quand même, enfin, on le semblait aussi, on a une certaine stabilisation de notre niveau de vie. On n'a pas, par rapport à la génération précédente, on a à peu près des infrastructures, enfin, en moyenne évidemment, la plupart des marchés sont un peu saturés. Enfin, les constructeurs de voitures ne s'intéressent pas très fort au marché européen, donc c'est un peu la même idée, hein. Il y a un certain plafonnement de notre consommation. Oui, il y a un point de vue que tu n'as pas beaucoup abordé, en fait, c'est le coût énergétique, en fait. Ah oui. Mais probablement parce que ce n'était pas dans le thème exactement de ta conférence ici, mais probablement que tu as déjà envisagé ce genre de questions. Ben c'est bon, donc c'était... Je n'ai pas lu Philippe, c'est Philippe Biox oui. Effectivement, il y a une tension là, entre énergie et matière première et énergie. Alors, ça reste un sujet, à mon avis, qu'il faut continuer à aborder. La question, c'est un peu ce que je disais avec les limites thermodynamiques. À un moment donné, voilà, c'est pas possible d'aller rechercher l'indium, le gallium dans votre ordinateur parce que ça a un coût. Même quand je dis c'est pas possible, si, la technologie existe, mais à quel coût énergétique? C'est là que ce n'est pas possible. C'est la même chose d'aller chercher le cuivre, l'indium ou le zinc dans mon jardin. C'est pas possible. C'est cette limite-là qu'il faudra arriver à évaluer parce que il y a une limite là-bas thermodynamique. Alors, évidemment qu'il y a encore de la marge pour de l'innovation, donc on peut peut-être encore arriver à aller chercher un métal à moindre coût énergétique, il y a encore des marges d'innovation possibles, et c'est vrai qu'à un moment donné, on va se heurter à une limite thermodynamique. Et à l'inverse, donc il va falloir de plus en plus d'énergie pour aller chercher des matières premières, parce qu'on a des roches de plus en plus pauvres, ça c'est évident, et donc il faudra de plus en plus d'énergie. Où est la limite? Je ne sais pas vraiment la chiffrer, ça dépend un peu des meilleures technologies disponibles. Et à l'inverse, voilà, il nous faut de plus en plus de ressources pour produire aussi notre énergie. Donc il y a une tension entre les deux. Voilà. Et donc c'est vrai que là, c'est là que se pose un peu le débat. On n'a pas de statistiques sur les consommations d'énergie des mines en fonction de la teneur en minerais de telle ou telle mine. On verrait très bien, et j'ai lu que ce n'était pas linéaire. C'est pas parce que c'est 2 fois moins dense que c'est 2 fois plus d'énergie. C'est pas linéaire, il y a des chiffres. C'est vrai que je n'ai pas tellement personnellement de documents là-dessus, mais si, tout ça c'est documenté. Et dans les gens qui font des analyses de cycle de vie, pour revenir à ça, ils ont tout ce qui est EconVet, ils ont des grandes bases de données qui sont encore très simplistes à mon avis, mais qui essentiellement intègrent le coût énergétique d'exploitation de tel ou tel métal. Quand on fait une analyse de cycle de vie pour un procédé ou pour un produit, on intègre ça. Alors, l'énergie se traduit souvent plutôt par des émissions de CO2 en fonction d'un mix énergétique, hein, parce que tout ce qui est
l'analyse de cycle de vie ramène beaucoup de choses à des émissions de CO2, mais derrière ça, c'est effectivement des coûts énergétiques. Donc il y a des grosses bases de données comme les EcoInvent et d'autres qui, quelque part, contiennent ce type d'informations. Et c'est effectivement pas linéaire, et des opérations, voilà, comme je dis souvent, parce que dans le domaine du broyage, le broyage est une étape énorme qui consomme une quantité d'énergie. Alors je vois des chiffres contradictoires, mais c'est de l'ordre du demi ou du % de l'énergie mondiale qui est consacrée à broyer des roches, donc c'est colossal comme quantité d'énergie. Parce que bon, vous imaginez bien, enfin je ne l'ai pas illustré, mais quand je dis qu'il y a 0,3% de cuivre, il faut s'imaginer que c'est des petites mouchetures de sulfure de cuivre disséminées dans une roche. Quand je dis que c'est 1 gramme d'or par tonne, c'est pas une pépite d'1 gramme cachée dans une tonne, c'est des myriades de petites pépites. Donc il y a une énergie pour aller casser tout ça, aller sortir tout ça, et aller libérer la particule d'or ou la particule de cuivre qui est colossale. Et donc le moindre progrès qu'on peut faire en matière de broyage, si on pouvait arriver à broyer les roches aujourd'hui à un coût énergétique qui serait même 10% moindre ou même 1% moindre, c'est une contribution énorme au domaine. Et voilà. Et on cherche, par exemple, nous, on travaille, enfin, on a un système de fragmentation électrodynamique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Bon, il y a des gens qui essaient avec des micro-ondes. Enfin, on essaie toutes sortes de techniques, pas seulement mécaniques. Le broyage classique, c'est mécanique. On essaie d'innover, de trouver des technologies moins gourmandes énergétiquement. Mais voilà, c'est évidemment ça, c'est le devoir des ingénieurs. Maintenant, ça ne résout pas toutes les questions. Justement, de ce point de vue, est-ce qu'il y a encore beaucoup à espérer, du point de vue progrès technologique, est-ce qu'il y a encore beaucoup à espérer, ou quelque part on est un peu à la limite de ce qu'on est capable de faire? On a déjà quelque part tout essayé, donc il faut bien broyer la roche pour extraire les choses. Donc, est-ce que vous parliez notamment de ces attaques plutôt biologiques? Est-ce que c'est une révolution à temps, ou bien c'était juste un petit essai sur le côté qui... Non, c'est déjà une grosse partie de la production mondiale de cuivre est déjà produite par des bactéries, ça se fait couramment au Chili, donc c'est pas du tout une... Là-bas, le minerai était particulièrement compliqué, et en plus, c'est en Finlande où il fait froid, donc les bactéries ne sont pas très heureuses de se développer là-bas. Donc il y a des choses comme ça. Non, la production, ce qu'on appelle la biolixiviation, est une technologie bien établie depuis 10-20 ans. C'est une part importante de la production de cuivre. C'est juste que c'est lent. Enfin, c'est lent. Oui, je dis qu'il y a une certaine lenteur, mais au niveau potentiel. Alors, évidemment, c'est l'ingénieur qui parle, donc moi je dis oui, il y a encore une marge d'innovation importante. Ça, c'est l'ingénieur qui croit toujours en la technologie, mais bon, oui, c'est sur la lancée des années 60. Mais non, j'y crois quand même parce que, bon, allez, il y a quand même un truc évident, c'est que c'est un secteur qui est délaissé, c'est un secteur dont on ne parle jamais, c'est un secteur sur lequel on ne met pas des efforts d'innovation très importants. Et si on ne le fait pas, si ce n'est pas une décision politique de faire de l'innovation dans ces métiers-là, malheureusement, ce sont des sociétés qui ont... C'est pas qu'elles ont une vision à court terme, si elles ont une vision à court terme, elles n'ont jamais les moyens d'innover. Je vois des appels partout, là, bon, c'est un peu emblématique d'une innovation permanente et d'une course à l'innovation. Alors que là, nous sommes dans l'industrie primaire, qui innove, mais pas à la même cadence, pas avec les mêmes efforts. Beaucoup de personnes ne connaissent absolument pas les défis de ces industries-là. Je travaille beaucoup avec des gens qui sont des électroniciens, ils ont plein d'idées, ou des informaticiens, ils ont plein d'idées pour améliorer les programmes, mais ils ne savent pas du tout, ils ne connaissent pas bien les challenges de ces métiers-là. Bon, pour être un peu rapide là-dessus, non, il y a une grande marge d'innovation. Il y a deux problèmes. Les industries minières, elles sont toujours dans deux situations caricaturales. Soit le cours du métal est très bas, et aujourd'hui le cuivre est déjà retombé, donc soit le cours du métal est bas, et alors elles freinent des cas de fer, elles n'ont pas un centime à investir dans quoi que ce soit, et elles doivent se mettre quasiment en veilleuse en attendant des temps meilleurs. Et dès qu'elle est en meilleur, parce que le cours du métal remonte, ils mettent le turbo à fond pour essayer de produire le plus possible et rentrer le plus de moyens. Donc ils sont toujours c'est toujours schizophrénique, soit en veilleuse, soit en pleine production, et il n'y a jamais une période où on peut regarder à long terme. Contrairement à l'industrie pharmaceutique, qui est vraiment emblématique d'une innovation, qui est emblématique d'une stabilité, qui n'est pas du tout conjoncturel. Donc c'est un secteur vraiment très difficile pour collaborer, pour innover, c'est un peu mon expérience. Mais il reste, je vais encore dire autre chose, je suis quand même vraiment convaincu que demain, la mine, elle est totalement robotisée. On n'en verra plus des hommes, certainement pas 4 km, mais même à 1 km sous terre, dans des conditions de travail qui sont bien meilleures que ce qui était à l'époque de Zola, mais ça n'empêche que, bon, voilà, ça reste dangereux, en termes de sécurité, ça reste coûteux. On ne verra que des robots. Et pour quand cette mine totalement robotisée? Qui va mettre les moyens pour ne mettre que des robots? Donc quels sont les... Je crois qu'il va falloir des contraintes ou des pressions pour arriver à développer ces mines totalement robotiques. Et à l'autre coup, moi, ça me donne des idées, parce que je vois mes collègues en robotique qui sont en train de développer des robots pour jouer au football. Je dis, écoutez, c'est sympa, mais non, mais le moteur de l'innovation est souvent ludique. Bon, je ne veux pas
pas empêcher qu'il y ait un peu de jouissance, c'est ce qu'on disait, mais ça m'empêche que je me dis, mais zut, j'ai d'autres défis à leur proposer que de leur proposer que des robots jouent au foot. Et par exemple, je vois bien qu'ils envoient des robots là sous terre, donc bon, on sait, alors pour faire simple, vous imaginez si on a des veines, tout n'est pas sous forme de veines, mais c'est vrai que quand je dois exploiter une veine qui contient du zinc et qui fait ça, aujourd'hui, je suis obligé d'ouvrir une galerie dans laquelle des hommes et des engins peuvent rentrer. Vous imaginez bien que ma veine, elle est diluée parce que je suis obligé de faire une galerie de 2 mètres. Et si demain, vous me faites un petit robot qui est capable, comme une fourmi, d'aller juste rogner la veine et puis de suivre de manière intelligente ces veines, il y a peut-être des trucs formidables à faire. Enfin, voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a un monde d'innovation qui dort et je ne vois pas comment je peux le stimuler parce que le secteur n'est pas forcé à le faire. Moi j'aurais une question sur le... Tu as parlé de l'économie de la fonctionnalité. Ouais. Bon, c'est vachement intéressant, mais quel pourrait être le stimulant de passer... Parce que, au fond, tu as parlé de Philips. Quel est l'intérêt de Philips? Je veux dire, en termes... je réfléchis en termes strictement économiques. Au fond, est-ce que Philips a intérêt à passer par là? Ou bien, au fond, est-ce qu'ils font du... J'ai difficile à penser que ce soit par philanthropie qu'ils essayent de passer dans la fonctionnalité. Mais autrement dit, est-ce que, pour penser une transition d'une économie... qui ne prend pas en compte les aspects environnementaux, à une économie, parce que c'est vachement intéressant, parce que précisément là, ça fait partie de la rentabilité mais seulement le producteur, est-ce qu'il y a un intérêt quelque part? Enfin, je veux dire, pour passer d'un certain type d'économie à une autre, autrement dit, est-ce qu'il faut une décision politique qui impose sa fonctionnalité, ou bien est-ce que les logiques libérales, entre guillemets, pourraient conduire à ce qu'une économie de la fonctionnalité s'institue assez, entre guillemets, naturellement? Je ne suis pas un bon économiste. La première fois que j'entendais parler d'économie de la fonctionnalité, c'est par Christophe Sempels, qui est quelqu'un d'assez intéressant, qui, je pense, il y a des jours, mais je crois qu'il étudie à Louvain-la-Neuve et il est aujourd'hui à Grenoble. Ça vaut peut-être la peine que vous réfléchissiez avec lui, Christophe Sempels. Voilà, effectivement, il y a le problème de transition. Autrement dit, on cite toujours Michelin et les pneus, on cite les machines à lessiver. Un mille aussi, je paierai pour chaque lessive, mais sans devoir me préoccuper de la machine en fin de vie. On parle de Philips. Donc il y a manifestement quelques domaines, quelques technologies pour lesquelles la transition est assez facile à organiser. Mais même ça, c'est facile à organiser, mais ça veut dire que les consignes, ils trouvent leur compte. Je vois qu'ils y réfléchissent. Bon, voilà, les 3 que je viens de citer, ils y réfléchissent assez sérieusement, et je pense qu'ils l'ont déjà mis en place. Ils ont commencé à le mettre en place, maintenant, ce que ça va devenir. Moi, je ne vois pas très bien où sont les freins, en particulier pour les questions d'éclairage, etc. Mais bon, je ne suis peut-être pas assez bien passé, mais je ne vois que des avantages du point de vue de Philips et du fabricant. Il faut peut-être faire une grosse distinction entre cette application-là dans les entreprises et en application domestique. Oui. Dans les entreprises, ça se fait déjà depuis longtemps avec les photocopieuses, dans les entreprises, elles se sont resserrées sur leur corps de métier. Donc elles n'ont plus de personnel, elles essayent d'avoir... Donc elles externalisent tout ce qui n'est pas directement leur corps de métier. Donc elles préféreront payer Philips pour s'occuper de gérer leurs ampoules que de devoir engager quelqu'un qui va s'occuper de leurs ampoules. Donc là, ça leur coûte trop cher, cette personne, donc pourquoi elle cette fonction. Maintenant, à la maison, si tu dois remplacer une ampoule chez toi, tu ne vas pas te facturer à toi 50 € pour avoir été remplacé dans une ampoule. Donc tu ne vas jamais demander à Philips de venir, tu ne vas jamais signer avec Philips un contrat pour remplacer tes ampoules, ce sera impayable. Donc c'est payable dans un contexte d'entreprise, parce que là, il y a un travailleur, sinon il faut des gens pour le faire. Ce n'est pas payable dans un contexte domestique où les gens préféreront toujours gérer eux-mêmes, ils ont le temps pour faire ça. Je crois que ça viendra quand même, parce que justement avec les technologies, les ampoules, c'est vrai qu'elles pétaient régulièrement. Maintenant, ici, je sens vraiment que la pression est mise sur Philips. Il faut concevoir des ampoules, j'essaie de prendre des ampoules que j'aime bien. La pression est mise sur eux pour essayer de faire des ampoules qui vont durer. C'est vrai que les LED peuvent durer des dizaines de milliers d'heures. Donc moi j'ai acheté l'autre jour un lustre, on ne sait pas les remplacer l'ampoule. Si une ampoule pète, c'est tout le lustre que je devrais jeter. Donc, et je préférerais qu'effectivement cette responsabilité soit sur Philips. Donc je crois que ça va dans le bon sens. On sent que ça met le poids du bon côté. Bill a intérêt à vous faire une machine à lessiver qui dure le plus longtemps possible et sur laquelle les pannes sont les moins fréquentes possibles pour ne pas devoir intervenir. Donc il faut vraiment mettre les incitants de ce côté-là. Maintenant, je sais que d'autres certains pour qui c'est plus difficile, je parle avec Magoto qui fait des boulets de broyage, rien à voir, eux, leur business c'est de vendre des boulets, ils vendent pour l'instant leurs boulets de broyage, ça vous parle peut-être pas tellement, mais c'est une activité importante, ils les vendent au poids d'acier. Et donc, voilà, changer de ce modèle-là pour du jour au lendemain, passer à un truc où on dit vous me payerez au kilo de roche broyée et pas... vous
n'achèterai pas des boulets de broyage. Enfin, c'est vrai que certains, je ne suis pas spécialiste, mais selon le type d'activité industrielle, certains peuvent envisager une transition vers l'économie de la fonctionnalité, d'autres sont vraiment bloqués dans leur modèle. Moi, voilà, ce n'est qu'une voie, hein, il y a des économistes qui réfléchissent, mais pour l'éclairage, ça me paraît vraiment inspirant. Je vais encore le développement durable, justement, c'est faire durer. Hein. J'essaie de tenir ma voiture le plus longtemps possible, le téléphone et tout ça. Ici, je veux que ça dure. C'est vraiment le critère numéro 1. Pourquoi? Parce que ce que je n'ai pas évoqué, c'est aussi le recyclage. Ok, j'ai dit ça, bon, on ne s'est pas tellement préoccupé du recyclage aussi, parce qu'il n'y a pas de véritable incitant. C'est l'ampsi, les soi-disant ampoules économiques, écologiques et tout le truc. Bon. Ce sont des ampoules aussi, avec toute une électronique, avec des filaments, avec de la vapeur de mercure, avec des terres rares, etc. Solvay a un procédé pour récupérer les terres rares de ces ampoules. Ok. Ils ont procédé, ils pourraient le mettre en route, mais ils ne vont jamais construire cette usine. Pourquoi? Parce que s'ils construisent une usine qui aujourd'hui recycle les terres rares au départ de ces ampoules-là, ils vont avoir un approvisionnement en ampoules de ce type pendant encore quelques années, parce que c'est celle-là qu'on commence à mettre au rebut. Et puis demain, on leur proposerait ça. C'est comme si je construisais une usine en fonction d'un gisement et que mon gisement changeait du tout au tout. Donc il y a l'évolution des technologies a un impact terrible sur le recyclage. Vous mettez au point un procédé pour recycler les métaux hors d'un certain produit, et quand vous avez mis en place toute votre usine, 5 ans après, vous ramassez toute autre chose. Donc ça, c'est pas tenable non plus. Donc on sent que la pression là-bas aussi, du point de vue du recyclage, est une pression qui doit aller dans le sens d'une certaine stabilisation des techniques, et donc privilégier de loin les produits, des techniques qui ont des très grandes durées de vie. Donc il faut mettre une taxe qui incite à des durées de vie très grandes. Voilà, je ne sais pas comment on peut mettre ça en place, hein, je me souviens que la première fois que Toyota a mis, c'était Toyota parce qu'on s'en souvient un peu, hein, il y a de 50 garanties, on se dit, quoi, sur une voiture, 50, ça paraissait invraisemblable, aujourd'hui ça paraît banal, mais c'est pour dire, on pourrait très bien demander, on peut demander aux fabricants d'essayer de vraiment s'engager sur des durées de garantie très grandes, mais du coup il faut évidemment les rémunérer pour ça, sinon le business model est évidemment... Quel est le fabricant qui a intérêt à faire un produit qui dure longtemps? Personne, hein, je suis de nouveau, enfin c'est un petit truc qui prend bien. Donc là, il y a beaucoup de matières c'est non technologique. Hein. On a un défi technologique, mais les défis sont avant tout non technologiques. Et encore une dernière chose ici aussi, je dis, bon, je n'ai pas réfléchi, enfin, ça devait être quelque part, peut-être pas dans ces commentaires-ci, mais bon. Je dis toujours, ben, c'est un peu par provocation, on a une taxe sur la valeur ajoutée, je dis on devrait faire une taxe sur la valeur dégradée, parce que, voilà, en utilisant du cuivre, de l'argent, du silicium, etc. dans cette ampoule, on m'a rendu la tâche très difficile. Ça va être très coûteux d'aller les rechercher. Donc on a dégradé la qualité. J'avais au départ un minerai à 0,3% de cuivre, mais non, on m'a fait un machin hyper compliqué qui contient un peu de cuivre. Donc on a dégradé la ressource. J'ai d'autres choses pour l'illustrer, mais oui, je vais peut-être essayer de le prendre. Hein. Je vous montre la différence entre un GSM et... Je vais peut-être prendre ça quand même pour l'illustrer, parce que c'est souvent... Allez-y, continuez à poser des questions, parce que sinon... J'ai une question très basique, très technique. À vous entendre du point de vue des métaux, etc., on ne devrait pas trop s'inquiéter, il y a toujours pour 20 ans, etc. Donc le prix va peut-être augmenter si les gisements deviennent très ténus, mais il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a quand même, dans la série des métaux, certains qui sont critiques aujourd'hui? Alors, j'essaie de vous illustrer ça avec ce que j'ai sous la main. Donc d'abord, jamais ce que je cherche, c'est normal. Donc ça, c'est ce que je cherchais dans un instant, je vous montre ça. Mais donc, ceux qui sont critiques, où est-ce que j'ai ça? J'espère que je l'ai ici. Allez, bon, ok, voilà. Bon, je suis désolé, c'est la version 2010, mais dites-vous quelle version 2014, elle est quasiment là. Donc l'Europe aujourd'hui... Ne me dites rien, bon. Donc l'Europe il n'y a pas que l'Europe, hein, c'est la semaine prochaine à Bruxelles, donc la semaine d'après, 28, 29, il y a une réunion trilatérale Japon, Europe, États-Unis, sur les métaux critiques. Bon, en 2010, ils sont venus avec cette présentation-là et ils l'ont actualisée en 2014. Mais fondamentalement, c'est une notion de criticité. J'ai dit tantôt qu'il y avait 3 dimensions, il y en a au moins 3. Ici, vous n'en voyez que 2 représentées. C'est l'importance technologique ou l'importance économique. On a besoin de nos casseroles en inox, les acides inoxydables sont importants, mais vous trouvez des éléments d'alliage d'acides inoxydables au bout de l'axe ici. Et ça, c'est plutôt supply risk. Donc supply risk, c'est une connotation, un mix de connotations géopolitiques et géologiques. Donc vous avez les terres rares. Bon. Donc ici, au-delà des 2 lignes pointillées, donc dans la partie qui est ici, vous avez le groupe de ce que l'Europe avait publié comme étant les métaux critiques.
Ça a été actualisé en 2014, donc il y en a 22 maintenant, alors que là il y en a un peu moins. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve cela? Elle était rare parce que c'était 95% la Chine qui produit les terres rares, ça je peux revenir là-dessus, ça vous intéresse. Le platinoïde, c'est l'Afrique du Sud. Derrière ça, il y a des raisons purement de coût de main-d'œuvre, il n'y a pas de véritable raison géologique. Derrière ceci, il y a une vraie raison géologique. Le niobium, c'est le Brésil, il y a aussi une raison géologique. Le tungstène, c'est la Chine. Bon, moi, ceux qui m'interpellent, c'est germanium, gallium, indium. Ceux-là, je les trouve intéressants. Beryllium, antimoine, cobalt, tantal. Bon, on discute, hein, est-ce qu'il ne faut pas diminuer ceci, diminuer ça, est-ce que puis ça, c'est des visions, c'est aussi des indicateurs un peu subjectifs. Il y a deux messages ici. D'abord, ça bouge. Il faut s'imaginer que ça bouge dans le temps. Donc les éléments ici, il faut s'imaginer qu'ils se déplacent. Donc la notion de criticité est une notion qui évolue dans le temps. Et deuxièmement, ça dépend aussi des régions. En fait, ça n'a pas tellement de sens de faire ça pour toute l'Europe. Il faudrait faire ça pour la région wallonne, pour la Finlande et pour la Slovénie. Donc c'est une notion qui dépend d'un tissu industriel aussi. C'est souvent des raisons géopolitiques, pardon, en tout cas, mais ceux-là qui physiquement sont. Parce que vous avez parlé de ceux qui étaient... Je vais venir, oui. Non, c'était pas le platine, je ne sais plus lequel vous avez cité, au Brésil, là, qu'il y avait là un problème géologique réel, ou l'Afrique, oui. Ben, en fait, moi je me suis... Bon, ceci, je montrais qu'il y a une concentration géographique, c'est pour ça que je mettais les noms des pays. Personnellement, si vous m'interrogez, germanium, gallium et indium m'intéressent parce que on en a un besoin, technologiquement, j'ai dit c'est dans nos ampoules et dans nos fibres optiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des coproduits aussi. Donc, je vais le dire autrement. Il existe des mines de terres rares. On ouvre une mine rien que pour aller chercher les terres rares. On ouvre une mine rien que pour aller chercher les éléments du platine. On ouvre une mine au Brésil rien que pour le niobium. Donc, ce sont des éléments qui à eux seuls payent l'exploitation. Il y a un équilibre entre la valeur de ces éléments et les coûts d'exploitation. Par contre, d'autres, vous ne le voyez pas tellement ici, mais germanium, gallium, indium, dans une moindre mesure le cobalt ici, mais ces éléments-là, prenons ces trois-là, ce sont des coproduits. Voilà, je vous ai dit le germanium, il faut aller brûler du charbon pour avoir du germanium. Si vous n'avez pas cet aspect-là, on peut aller chercher du zinc, je l'ai dit de manière un peu rapide, mais donc, dans la métallurgie du zinc, si j'ouvre une mine de zinc et que j'ai un procès métallurgique, je peux en profiter pour aller chercher du germanium. Voilà. Le gallium, c'est dans la métallurgie de l'aluminium. C'est parce qu'on va chercher des millions de tonnes d'aluminium qu'à un moment donné, on parvient à soutirer de manière économique du gallium. Et l'indium, c'est associé aussi à la métallurgie du zinc. Donc ce sont des... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si je décide que je dois en faire mettre le turbo sur le gallium, on a besoin de 10 fois plus qu'aujourd'hui, le message, c'est de vous dire qu'il faudra alors qu'on extrait 10 fois plus d'aluminium. Ce qu'on ne fera pas. Mais en tout cas, il y a un lien de ce type-là. Il y a un lien entre des éléments qui sont relativement rares et puis des métaux. Donc il y a une notion de coproduit qui fait qu'on ne sait pas comme ça facilement activer un accélérateur. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ces éléments-là me paraissent intéressants. Après ça, il y a évidemment aussi des notions, ici quand vous voyez cobalt et tantal, on rentre aussi dans des dimensions sociales qui n'apparaissent pas dans ce graphique-ci, où on sait que voilà, une bonne partie du cobalt aujourd'hui est produit au Congo, soit dans des conditions tout à fait correctes d'exploitation, soit dans des conditions informelles. Bon, il y a aussi des préoccupations de ce type-là, sur les minéraux du conflit et d'autres choses. Donc derrière ce genre de choses, il y a beaucoup d'aspects sociaux aussi à discuter. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je m'en parle. Mais il y a aussi l'aspect substituable ou non substituable. Oui, merci. Oui. Mais vous voulez montrer un exemple avec un GSM? Je vais y venir. Ah, oui. Je réponds à Philippe sur le côté substitution ou pas substitution. C'est vrai qu'il y a des éléments. Bon, aujourd'hui, le néodyme dans les super-aimants, il n'y a pas autre chose que le néodyme. On ne sait pas faire des aimants aussi puissants en utilisant un autre élément que le néodyme. Dans vos écrans, la luminescence rouge, c'est des oxydes d'yttrium dopés à l'europium. Si on n'a pas d'europium, on ne sait pas vous faire une substance luminescente dans le rouge. Donc il y a une notion de substitution. Là, il y a des éléments qui sont incontournables. Alors que dans d'autres applications, on peut imaginer que voilà, si je me pose la question ce matin, mais je n'ai pas la réponse, dans les fibres optiques, je vais prendre un autre exemple. Les bouteilles en PET, je ne suis pas spécialiste de la catalyse du PET, mais ça nécessite des catalyseurs en germanium. Donc, alors, sans doute que quand même, avec du silicium, on arrive à... Voilà, on a peut-être un procédé moins efficace, mais s'il fallait faire de la synthèse de PET sans germanium, on peut peut-être encore le faire avec du silicium. Ça, c'est des composants, c'est des aspects importants aussi sur la notion de criticité. C'est ce que les gens... Donc, en fait, dans le groupement européen dans lequel je suis, il y a cette réflexion-là sur la ressource primaire,
la substitution possible, le design des produits et le recyclage. Alors justement, je voulais dire un mot sur l'aspect design, avec ceci. Donc, je joue au jeu des différences. Hein, rappelez-vous, bon, je vous l'ai déjà dit, je vous dis ça vaut 1 euro. Donc ici, je compare mon GSM avec un bout de latérite. Donc ça, c'est un morceau du sol africain, rien de spécial. Bon. À votre avis, quelles sont les différences? Ben, en termes de chimie, pour ces éléments-là, il n'y en a aucune. Donc ce que je vous présente là, c'est exactement la même chose. Alors, bon, on est d'accord que là où je vous provoque, c'est qu'on est d'accord que là-bas, l'aluminium, il est sous forme d'aluminium métallique. Ici, il est sous forme d'hydroxyde d'aluminium. Et pour en faire de l'aluminium métallique, il va falloir 15 kWh par kilo. Donc, je ne peux pas comparer les deux, je sais bien, mais bon, c'est une façon, je ne compare que des teneurs, mais ça cache une autre histoire, évidemment. Alors, comme je dis, comme il y a du plastique de l'autre côté, si j'étais correct, j'ai un petit bout de charbon pour équilibrer les deux plateaux de la balance. Bon. En fait, en termes de teneur uniquement, en termes rappelez-vous que finalement, je vais exploiter quelque chose en fonction du prix qu'on veut bien payer, hein, un équilibre économique. Donc, vu la valeur des métaux, je n'ai pas d'intérêt à aller, pas beaucoup d'intérêt, à aller chercher les métaux là-dedans plutôt que là-dedans. Les seuls pour lesquels il y a un moteur aujourd'hui, ceux qui payent aujourd'hui Umicore, qui pour une bonne partie... alors Umicore, on en entend beaucoup parler en Belgique, donc c'est vrai qu'ils ont une partie importante de leur production de métaux spéciaux. Ils se sont débarrassés du cuivre, du zinc, de quelques métaux de base, ils se sont focalisés sur des métaux particuliers, et ils disent qu'ils recyclent. Alors, ils recyclent une bonne partie, ils achètent toujours quand même la matière première, enfin ils recyclent une bonne partie. Ok, ça fonctionne pour Umicore, mais le message c'est qu'on ne peut pas avoir demain, partout dans le monde, des sociétés qui ont le même business model. Autrement dit, Umicore a réussi à se positionner sur le recyclage, notamment déchets électriques et électroniques. Il n'y a pas place pour 200 personnes, et surtout, je ne dis pas qu'ils perdent de l'argent, hein, ça va plutôt bien pour eux, mais dites-vous que c'est surtout ces métaux-là qui sont rentables. Donc si vous prenez le GSM comparé ici, hein, ce qui est un minerai de cuivre, dans mon GSM, c'est vrai, il y a 30 fois plus de cuivre. Donc pour 100 grammes de GSM ou 100 grammes de roche, il y a 30 fois plus de cuivre dans un GSM. Donc l'incitant est du côté du GSM, ou pareil du côté du GSM, ou si je recycle des GSM, voilà, le cuivre est intéressant, l'or, il y a 100 fois plus que dans un minerai d'or, donc il y a 100 grammes dans une tonne, le cobalt 20 fois plus, le lithium, il y a déjà plus que 4 fois plus. Donc c'est pour dire que les 4... On pourrait peut-être ajouter l'argent, mais il n'y en a pas tant que ça. Enfin, les moteurs du recyclage des déchets électriques et électroniques, ce sont ces éléments. Alors, premier commentaire que je dois absolument faire, c'est de dire que dans le recyclage, la première chose, on aimerait bien pouvoir démanteler, séparer très facilement pour pouvoir envoyer les filets à recyclage. Donc, quand la batterie n'est pas movible, ici je ne fais pas la pub pour le modèle, mais c'est déjà pas si facile. Ici, j'ai une batterie amovible. Je ne sais pas combien d'entre vous ont des batteries amovibles, mais de moins en moins. Hein. Or, quand la batterie est amovible, vous pouvez imaginer qu'il y a soit un robot, soit du personnel qui assez rapidement ouvre et met la batterie de côté, le reste est envoyé par là. La batterie, ce sont des sels de lithium-cobalt, et CO2, donc c'est toute la filière recyclage du cobalt. Donc pour que le cobalt puisse être recyclé de manière économique et efficiente, et donc efficace, il faut pouvoir séparer la batterie. Si je ne sais pas séparer la batterie, si je dois casser tout le GSM en petits morceaux, ça va énormément pénaliser la récupération du cobalt et le bilan de récupération de matière. Moi, demain matin, si j'avais une décision à prendre, j'interdis tout de suite tous les appareils dans lesquels les batteries sont scellées. Pour la petite histoire, ce matin, ma collègue arrive en même temps que moi, elle avait une toute nouvelle Nissan Leaf, une Nissan électrique, hein, zéro émission, bon, bref. En fait, j'étais étonné parce que, tiens, elle change déjà de voiture, parce qu'elle avait l'autre depuis 4 ans. Elle me dit, bah oui, je vais être obligé de changer parce que on ne savait pas remplacer les batteries. Donc sur sa Nissan électrique, sa Nissan Leaf, il n'y a pas de remplacement de batterie. Elles ne sont pas amovibles. Elle est obligée de jeter sa voiture. Alors elle dit, mais vous me direz ce qu'on fait de ma voiture et ce qu'on va en faire, on va l'envoyer. Je suis... ok, c'est bien joli de mettre zéro émission, mais franchement, en toute modestie, ma voiture à côté qui a 7 ans, je pense que... Enfin, on peut faire le bilan à la fin, mais je pense qu'il y a un vrai problème dans ce genre de modèle. Je referme la parenthèse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le design des produits doit être conçu pour qu'on puisse récupérer les matières. Et là, il y a énormément à faire, on n'y est pas encore du tout. Et dernière chose, quand je parle du design aussi, pas pour vous désespérer sur le recyclage, mais c'est des messages importants, c'est aussi les quantités. Ici, je vous montre une mine d'or, là en Turquie, 1 gramme par tonne, 15 millions de tonnes de minerais par an, donc 15 tonnes d'or en fait par an. Si vous voulez produire 15 tonnes d'or par an, vous devez collecter 1 milliard de GSM. Parce qu'on dit toujours, moi chaque fois que j'ai un journaliste, oh les GSM, une mine d'or, les déchets électroniques, une mine d'or. Ben oui. Si vous collectez 1 milliard de GSM, dans tous les GSM disponibles en fin de vie à la surface de la planète, ben vous arriverez à l'équivalent de une mine d'or, pas plus. Donc ça remet un peu en perspective aussi les volumes de déchets.
Et pour finir dans la provocation, je vous dirais que est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille extraire de l'or? L'or est un métal qui est inutile, fondamentalement. Il est utilisé dans l'électronique de très haute qualité, donc en fait dans un GSM on n'a pas beaucoup de raisons d'en mettre. On en met de moins en moins, les anciens chiffres c'était 300, 200, on tombe à 100, donc on est en train d'en mettre de moins en moins. Donc le moteur du recyclage qui aujourd'hui est l'or va disparaître. Donc ça risque d'être encore pire ici en termes de valeur résiduelle. Les métaux précieux dans les déchets électroniques diminuent parce qu'ils n'ont pas une vraie fonction. Il paraît que c'est surtout dans l'électronique d'aviation où là on veut une très grande fiabilité qu'on emmène un peu. Mais l'or est un métal quasiment inutile. C'est évidemment une valeur refuge, on peut discuter, mais au niveau technique, c'est un métal dont on peut se passer. Donc, est-ce qu'il faut vraiment qu'on continue à creuser la terre pour en faire des lingots, pour le mettre dans nos banques, alors qu'on a déconnecté l'or du dollar et de tout notre système monétaire, première chose. Et en même temps, c'est l'or qui est le moteur du recyclage. C'est lui qui, pour l'instant, paye les recyclages des trucs là. Si on met plus d'or, donc parfois je dis de manière provocante, on ferait bien de faire des GSM avec plus d'or dedans. Mettez plus d'or dans les GSM, ça donnera un incitant au recyclage que seuls les gens détenteurs d'une certaine technologie sont capables d'aller chercher. Donc monsieur tout le monde ne pourra pas aller chercher son gramme d'or. S'il y avait un gramme d'or, il ne saurait pas. Donc, il y a des choses comme ça. Je n'ai pas la solution, je dis juste... Dernier truc, on récupère seulement 30% des GSM. Voilà. Et alors, enfin, pas des déchets électriques et électroniques. 35% et ça n'évolue pas, ça plafonne. Chez nous, hein, donc, c'est un chiffre pour l'Europe, mais même beaucoup de gens gardent leur vieux GSM, leurs vieux ordinateurs, et voilà. Et on est à un taux de collecte et donc de récupération qui est 35% et qui est tendance à plafonner. Donc on n'a pas les modèles de collecte. Je veux dire, on n'a pas retrouvé finalement la manière d'organiser toute la société pour arriver à recollecter les produits en fin de vie. Donc il y a deux boulots d'étranglement. La première chose, c'est de collecter tous ces produits en fin de vie. Alors évidemment, vous allez me dire, mais si, moi je trie mes poubelles et on vient collecter les PMC. Oui, ok, mais c'est une partie, mais c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a plein d'autres produits qui sont pas ou mal collectés. Vous emmenez les déchets électroniques, c'est vrai, il y a les centres, comment on appelle ça, les réciparcs, et donc il y a certaines organisations, mais voilà, le taux de récupération est encore très faible, et puis après, donc, il y a un vrai boulot là-bas, et le deuxième boulot, c'est la difficulté d'aller chercher les métaux, et donc il y a un taux de récupération des matières dans les produits qui est trop faible aussi. Et voilà, pour faire progresser ça, il y a manifestement encore pas mal de choses à faire. La taxe récupère n'est pas... Elle est, empoché par les fabricants, et le problème qu'on a pour l'instant, un fabricant n'a pas, sauf peut-être dans le modèle économique, la fonctionnalité, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut inciter Dell à me faire un PC plus facilement recyclable? Qu'est-ce qui peut inciter Philips à faire un produit plus facilement recyclable? Si c'est plus facilement recyclable, le bénéfice est pour l'entreprise qui recycle, pas pour le producteur du produit. Donc on est là-bas dans une situation où il n'y a pas de vraie motivation du côté des producteurs à faire des produits plus facilement recyclables parce que le bénéfice ne sera pas pour eux. Donc il faut aussi des mesures là, qui incitent à ça. Parfois, je suis trop... Je peux faire une proposition de mesure qui incite à ça. Elle va loin évidemment, mais c'est de faire rentrer par la loi dans les conseils d'administration des entreprises des gens qui s'occupent de l'environnement et des générations futures et qui forceront par le droit de vote les entreprises à adopter ça. Je vais beaucoup trop loin. Je passe à une question. Je vais beaucoup trop loin. Je passe alors encore une question. Vous avez parlé d'économie circulaire à plusieurs reprises. Thème qu'on entend beaucoup pour le moment. Mais si la matière, les atomes peuvent tourner, l'énergie, elle, grâce au deuxième principe de la thermodynamique, ne se recycle jamais. L'énergie, elle est dégradée et elle sort. Et donc chaque fois qu'on fait tourner la matière, qu'on lui fait parcourir un cycle, on doit consommer de l'énergie. Et donc est-ce que promouvoir l'économie circulaire ne risque pas, je n'ai pas dit que c'est mauvais en soi, mais est-ce que ça ne risque pas d'encourager à faire tourner plus en plus la matière et donc à chaque fois à avoir besoin d'énergie pour faire chaque tour, plutôt que de faire ce que vous aviez proposé, plutôt des produits durables, c'est-à-dire des produits qui n'est pas nécessaire de recycler. Je cherchais parce que généralement le premier message que je mets en anglais c'est slow down the cycle, donc ralentissez le cycle. On est bien d'accord. On revient de nouveau à cette notion de grande durée de vie. L'économie circulaire, ça pose bien de problème. On crée de l'entropie parce que bon, même le meilleur des ingénieurs n'ira jamais tout récupérer. Donc si je récupère 95%, vous passez 25 fois dans la boucle, il ne reste plus grand chose. On crée de l'entropie parce que, voilà, quand je disais que les deux étaient équivalents et quand je me mets l'ego, c'est une façon de dire, attention, là, la matière est
une certaine qualité, parce qu'on parle d'exergie à ce moment-là, hein, donc on parle d'une certaine qualité d'organisation qui fait que c'est récupérable, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on crée de plus en plus on perd cette énergie, et donc on va se retrouver face à des difficultés pour récupérer la matière. Donc on est bien d'accord qu'il faut avant tout freiner le cycle de consommation. On doit avoir la réflexion économie circulaire, on doit freiner le cycle, c'est le premier message. Et là-dessus, enfin, je dis souvent, mon exemple de Lego, je dois le travailler, parce que souvent je prends l'exemple, bon, je dis, quand vous jouez avec de la plasticine, vous avez une boule bleue, une boule verte, une boule jaune, et vous faites quelque chose, et puis à la fin, là, vous devez ranger parce qu'il est l'heure, et vous devez remettre plus ou moins votre plasticine jaune, verte et bleue de côté. Et vous savez bien qu'après quelques années, vous avez fait une boule brunâtre, une pâte. Et donc le recyclage, c'est la même chose. C'est comme si vous me donnez une boule brune et vous me dites refaites-moi du jaune, du vert et du bleu. Non, on n'y arrive plus. Hein. C'est des messages comme ça. On prend souvent le café aussi. Bon voilà, on fait un café au lait. Maintenant, vous faites là, vous refaites de l'eau, du café, du lait, du sucre. Et là, on se rend compte que voilà, c'est pas si simple que ça de faire marche arrière. C'est prendre l'énergie et il y a des barrières. Question de philosophe. Oui, Peter. Est-ce qu'il y a de l'information sur la quantité des métaux qui est nécessaire pour que la population du monde soit stable et stabilisée, peut rester la même? Je veux dire, quels métaux sont vraiment nécessaires pour survivre et quels métaux nous pouvons facilement perdre? Je ne sais pas lesquels sont nécessaires pour survivre, ça c'est une question... Le téléphone par exemple, vous pouvez imaginer que la population humaine peut rester là sans téléphone. Ah bah, vous allez leur dire, hein. J'ai eu peur de me faire lyncher. Je vais essayer de leur dire, non, c'est très difficile, mais non, ce qu'on peut espérer, c'est que ça va se stabiliser, ça va devenir des technologies matures, peut-être plus simples, mais non, j'ai pas de réponse à ça. On voit bien qu'on évolue, je pense que, voilà, vous voyez bien aussi, la dématérialisation, ça me fait toujours réfléchir. Bon, avec le car sharing commence à prendre, on va quand même aller vers un modèle de société qui sera moins gourmand. Autrement dit, même si je n'ai pas montré les chiffres, ceci, les croissances, on est bien, là c'est technologique quand on commence avec ces métaux-là. Mais bref, la croissance exponentielle, elle est quand même directement liée à la croissance démographique. Démographique plus l'accès de tout le monde à un certain niveau de vie. Moi, je me vois mal dire, et c'est la même chose avec le discours sur le CO2, dire aux Chinois, aux Congolais, non, non, désolé, nous avons été trop gourmands, nous on s'est bien servi, mais maintenant vous devez freiner les cas de fer et vous ne devez pas imaginer accéder au même niveau de vie que nous, je ne me vois pas le dire, mais ceci, ça reflète effectivement la consommation, l'accès de l'Inde, de la Chine à des conditions de vie meilleures. Donc, on est loin, donc ça veut dire aussi que si tout le monde accède, pour le dire autrement, si toute la population mondiale, 8 milliards de personnes, en espérant que ça se stabilise, ont les mêmes besoins de consommation que l'Européen moyen ou l'Américain moyen, on est encore très loin des chiffres de consommation et de production nécessaires. Et donc, encore une chose aussi, je dis toujours, on parle d'économie circulaire, on parle de fermer la boucle, mais souvent, je dis attendez, il faut alimenter la boucle. Il n'y a pas encore assez de matière en circulation pour les besoins de l'humanité. On va vers beaucoup plus d'exploitation minière et beaucoup plus de mobilisation de ressources. Je ne vois pas comment on peut facilement faire marche arrière. Si, nous, on peut commencer à freiner, mais les autres, qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, moralement, mais pour le CO2, c'est clair que le monde, les gens ne peuvent pas survivre maintenant sans produire tellement de CO2. Il n'y a pas suffisamment d'autres sources d'énergie qui ne produisent pas de CO2 pour le moment. Mais des métaux, c'est moins clair. La plupart, nous pouvons parfaitement survivre sans l'or, par exemple. Mais j'imagine qu'il y a d'autres métaux qui sont plus essentiels à notre fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le nickel. Je crois que il ne faut pas sous-estimer les quantités de métaux qu'on utilise. Je pense que oui, en effet, mais c'est énormément. Pas au courant du tout. Non, pas assez, parce qu'on parle beaucoup d'alimentation ou d'énergie, on ne parle pas tellement des matières premières. Maintenant, mon message n'est pas alarmiste dans le sens où il y a
beaucoup de ressources encore disponibles. Mais dire qu'on va freiner et qu'on n'en aura plus besoin, j'ai dit que c'était stabilisé chez nous, je n'ai pas encore vu qu'il y avait une décroissance de la consommation de cuivre, de fer, d'aluminium. La question est-il possible une décroissance sur ce point-là? Ben, je reviens toujours envers la question de la durée. Moi, je prends la gare des Guillemins à Liège pour prendre quelque chose. Bon, la précédente, elle a duré 50 ans. Puis on a cassé. Est-ce que c'est normal de construire pour 50 ans alors qu'on a des bâtiments qui sont là depuis le Moyen-Âge, qu'on vénère et qu'on respecte? Je parlais de la génération BIC, et puis voilà, bon, les meubles Ikea, je ne flingue pas Ikea, mais c'est vrai, il n'y a plus les beaux vieux meubles n'ont plus beaucoup de succès là chez les antiquaires. Est-ce que c'est logique? Et on va tous acheter de l'Ikea qui va durer 25 ans. Donc, non? C'est déjà beaucoup, 25. Enfin, je dis ça parce que ma femme a voulu changer la cuisine. C'est 20-25 ans, c'est pas possible. Hein. Ça, c'est des caprices, il faut qu'on arrive à progressivement changer notre consommation. Et alors, du coup, la consommation de matière retombera un peu. Mais bon, ça, c'est pour nous. Mais pour le reste du monde, ça va faire que croître. Il y a un aspect sous-jacent, c'est que vous voulez mettre des robots dans des mines, vous voulez que les choses soient plus durables, etc. On n'aura plus qu'à se tourner les pouces en tant qu'être humain. Et je pense que la même chose qu'on fera si on se tourne les pouces. Ça, c'est notre spécialité à nous. Oui. Ça, je pense que c'est une société que c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter en tant que société de vivre. On est là, mais on n'est plus là qu'entre guillemets, comme je dis globalement, beaucoup de spectateurs et très peu acteurs. Et un peu, je pense que ce sera un peu vain. Donc là, il y a une question qui se pose. Envoyer des robots, moi, ça me paraît quand même évident, parce que bon... Pour des causes israéliennes, d'accord. Qu'est-ce que les gens vont faire? Comment ils vont gagner leur vie? Parce que les ingénieurs peuvent aussi Oui, ils ont ces idées technologiques. Mais c'est un tout autre modèle où la place du travail est complètement différente. Même le plein emploi, par exemple. Il y a quand même beaucoup de débats sur le plein emploi disant que ça, c'est devenu c'est même plus une utopie. Au fond, on doit imaginer des fonctionnements où on n'a plus besoin de travailler pour vivre. Bon, c'est aussi une sorte de concept particulier, de se dire, qu'est-ce qu'on va foutre si on ne travaille pas? On va faire du piano, c'est une toute autre conception de l'existence. Mais effectivement, dans ce sens-là, c'est une modification profonde des choses. C'est parce qu'on est dans un monde depuis quelques dizaines d'années où tu te définis uniquement par le travail. Mais donc, si tu veux, dans les années 70, tu avais des réflexions pour une société ton travail, justement. Et par conséquent, la société des loisirs, tu dois. Mais le loisir n'est pas nécessairement vague. Le loisir, faire de la musique, c'est plus important que de travailler. À la limite, tu travailles, t'as plein de gens qui ont leur. Mais même, si tu prends la moyenne des gens, sont mères de boulot et prennent leur pied à côté. C'est-à-dire, mais qui vont à la pêche, ils vivent quand ils sont à la pêche. Et il n'arrive que d'une chose, c'est d'être pensionnés pour aller à la pêche. Donc, si tu veux, mais ça veut dire qu'il faut une modification profonde, même culturelle, d'une conception de l'organisation sociale. Mais bon, tout le débat autour de la fameuse truc universel, l'allocation universelle, ça participe un peu. Je ne suis pas en train de défendre une thèse, mais si tu veux dire, c'est une modification profonde des choses. Là où je suis tout à fait avec toi, il y a toujours moyen de s'occuper, etc. Si ce n'est que pour certains métiers, on condamnera certaines personnes à devoir exercer un métier parce que là, on ne sera pas remplacé par le robot. Dans les métiers où, effectivement, on est incapable de substituer, on aura des gens qui diront, toi, tu es obligé de travailler parce que finalement, on a besoin de ton expertise, de tes capacités que d'autres n'ont pas, et donc la société va faire. Tandis que celui qui sait, à la fois, il dit, tu restes chez toi, tu peux faire du piano autant que tu veux, ça n'embête personne, et on va te financer pour faire. Et là, il y a tout un. Je suis d'accord, c'est un problème de réorganisation sociale. Oui, mais donc aussi, même en termes d'imaginaire, je peux te dire que si les gens travaillaient la moitié du temps, peut-être une répartition de travail où les choses peuvent se faire. Donc il ne faut pas concevoir des gens où les autres, il y en a qui vont travailler à 60 heures par semaine parce que et pendant que les autres n'auront plus rien à faire. Mais tu as un rééquilibrage qui peut se faire aussi dans les formations. Les compétences sont identiques pour chacun et que donc on peut quelque part prendre n'importe qui pour faire n'importe quel métier. Là on peut distribuer totalement, mais ce n'est pas du tout le cas. On le voit aujourd'hui. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a des métiers pour lesquels on a du mal à trouver des gens qui ont l'expertise nécessaire. Et je ne vois pas pourquoi ça irait mieux plus tard. Et donc on aura sans doute un souci du point de vue je dirais, de cette vision de la société où effectivement pour certains ça sera tout à fait faisable et pour d'autres peut-être beaucoup plus difficile. Mais ça ne sera pas mieux, mais ça sera pas pire qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est pire, parce qu'il n'y a pas assez de robots. Un mineur bon, j'ai une famille aussi qui a des mineurs, mais, qui travaille en profondeur, c'est un expert. Bon, il n'est pas allé à l'école longtemps, mais il n'y a pas grand monde qui sait faire ça, utiliser cette machinerie. Mais c'est potentiellement remplaçable par un robot. Donc oui, il va y avoir des problèmes de gens d'expertise, mais je pense qu'il faut voir le nombre.
Et puis ça me fait beaucoup moins. Il suffit qu'il y ait un très haut taux de chômage, mais vraiment élevé, puis les gens vont exiger cette société nouvelle dont on parle, parce que sinon, ça va être le feu dans la rue. Ce qui est moins évident, moi, ce qui me fait plus peur dans ce que vous avez dit, c'est l'incitatif des grandes entreprises à passer à des produits qui durent. Ça, c'est pas évident, parce que la première qui va le faire va dire non. La deuxième, ah oui, peut-être. Mais vraiment, c'est les premiers, les pionniers de ce genre d'entreprise-là que ça va être difficile pour eux au début de vendre ça au marché, même si c'est essentiel. Parce que la Chine ne peut pas reproduire notre modèle, c'est juste pas possible. Il faut qu'ils passent, on ne peut pas les empêcher de progresser, mais il faut qu'ils passent à une économie structurée autrement. Et sur la durée de vie, il faut une intervention, une volonté politique. Genre, je crois qu'en Angleterre, on commence à mettre comme ça des incitants sur les garanties. Maintenant, il faut démontrer la durée de vie d'un produit. Hein. Oui, ça peut être. On sait tous, bon, je vais pas citer la marque de ma voiture, mais parfois j'ai pitié de mon garagiste, en toute sincérité. Je vais faire 150 000 km, elle n'a rien, j'ai jamais rien vu faire, c'est un minimum d'entretien. Mais je veux dire, on a quand même été, si je compare la voiture qu'on avait il y a 20 ans avec celle que j'ai aujourd'hui, j'ai un peu pitié de mon garagiste et je m'interroge sur le modèle économique. Alors, il y a de moins en moins de garages de cette marque-là, on voit que ça s'est réduit. Donc, il y a quand même il faudrait soutenir ce genre d'effort-là. Il y a eu des exemples. Hein. Il y a 20-30 ans, les voitures européennes, les voitures françaises, italiennes, c'était rouillé en 3-4 ans. Après, les voitures japonaises, ça tenait sans problème 12 ans. Donc ça a fait des choses à beaucoup plus grande durée de vie. Je lisais plus récemment sauf que les voitures japonaises ne gagnent pas leur vie sur le marché européen. Enfin, ils gagnent leur vie sur le marché en croissant. D'accord. Je lisais plus récemment qu'une des plus grandes entreprises mondiales d'électroménager, la société d'emboutissage de Bourgogne, en bref, SEB, a décidé qu'elle allait se lancer dans de la fabrication à beaucoup plus longue durée, garantissant qu'on pourrait obtenir des pièces détachées pendant au moins 10 ans, en disant qu'ils allaient même en faire une partie avec des imprimantes 3D, des choses comme ça. Donc, mais ça va être difficile, donc il faut qu'ils y trouvent un avantage. Il faut qu'à un moment, ils deviennent dominants sur le marché grâce à ça. C'est reuse, repair, recycle. Hein. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut inciter. D'abord inciter à la durée de vie, donc la seconde main, la réutilisation, et puis la réparabilité, donc garder les pièces de rechange, obliger à ce que les choses soient réparables, hein, parce que c'est scandaleux que ce soit. C'est l'exemple que vous avez donné de l'ampoule, c'est un exemple classique dans l'histoire de l'économie. L'ampoule dont vous parlez, elle est dans une caserne. Elle est allumée 24 heures par jour depuis 100 ans. Oui, il y en a par exemple. Et c'est juste ridicule. Et c'est inimaginable pour nous de passer une ampoule incandescente. Maintenant, il y a un problème. Si on aurait eu des ampoules de ce type-là qui tiennent 100 ans, on aurait toujours, vous savez, les ampoules chez nous, ça consommerait un max d'énergie pour les Mais au moins ça chauffe, comme on dit nous. Oui, ça aurait été l'avantage, mais c'est peut-être pas l'objectif premier. C'est peut-être une question importante de savoir effectivement que les choses durent très longtemps. La méthode qu'on a fait les voitures il y a 30 ans, qui était hyper, je dirais, fiable, et qui soit toujours là, on aurait des consommations par véhicule qui seraient beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. Donc c'est toujours difficile de savoir s'il faut des choses qui sont éternelles ou pas. Le modèle, c'était pas vraiment il faut faire des ampoules incandescentes. L'idée, c'est que les gens qui vendaient des ampoules incandescentes ont tout de suite vu que c'était pas dans leur intérêt. Donc là, il faut vraiment trouver des incitatifs puissants. Une dernière question d'un philosophe. Non, c'est l'ampoule qui dure 100 ans, apparemment elle éclaire pas aussi, elle est très faible. Oui, après 100 ans. On consomme beaucoup d'électricité. Il faut essayer de placer l'innovation, c'est clair, sur l'histoire de consommation de voitures. Puis à un moment donné, quand il y a des technologies qui arrivent à maturité, parce qu'on parle beaucoup des GSM, on va comment je me suis en train de me demander, moi, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux d'autre comme fonctionnalité. On sent qu'il y a des maturités technologiques là-dedans. Mais une fois qu'on a une technologie mature, il faut sans doute trouver les moyens de l'inciter. Une des conclusions, me semble-t-il, c'est quand même de dire que le facteur limitant, c'est l'énergie, plus que les matières premières. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui. Ou bien tu oserais dire ça, bien sûr. Les deux se tiennent, parce que, bon, je ne sais pas, je voulais faire des calculs. Si demain on dit que, voilà, en Afrique, que tout le monde a des panneaux solaires et des batteries accouplées, parce que chaque maison africaine est autonome, les quantités de ressources qu'on a mobilisées sont impressionnantes. Elles sont là, hein. Il y a du lithium, il y a du cobalt, il y a du silicium. Il y a une tension entre les deux, matières premières pour l'énergie et énergie pour les matières premières. Ce serait ce qu'on prise comme conclusion. Je crois, parce qu'on en a énormément mis l'accent sur les énergies et à travers le réchauffement climatique, donc le CO2, donc l'énergie.
comme je disais, avec le réchauffement climatique, on a trouvé une façon de toucher les gens. Je suis désolé, moi je dis souvent, on leur a fait peur en disant que le ciel leur tombait sur la tête. Je caricature un peu, mais on a trouvé un incitant là-bas. Ici, sur les matières premières, je trouve que l'idée de l'économie circulaire, ou tout ce qu'on vient d'évoquer, moi ça m'enthousiasme. Je vois que les jeunes, ça leur parle bien. Ils sentent, il y a des choses à faire, il y a des choses à changer, il y a des choses à innover. Enfin, tout ce qu'on vient de dire, on sent qu'il y a... Moi, ça m'inspire beaucoup plus. Alors que le message voilà, sur les émissions de CO2 est un message plus noir ou un peu plus paralysant. Ici, il faut arriver, je trouve que ceci, il faut arriver voilà, à donner un message positif. Il n'y a pas effectivement de grandes menaces sur les matières premières. Il y a une tension matières premières énergie. Puis il y a quand même place pour beaucoup de créativité, beaucoup d'idées au niveau technologique et surtout non technologique. C'est là que souvent il faut des gens qui ne sont pas, qui inspirent le politique ou les décisions ou les incitants. Ce qui est de plus en plus étudié maintenant, tant par des ingénieurs que par des économistes, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, qui répond un peu à la question de tout à l'heure, c'est qu'il faut de plus en plus d'énergie pour extraire des minerais, et il faut de plus en plus de minerais pour faire les machines qui extraient l'énergie. Et donc on a un cercle qui est occupé à monter, donc le taux de retour énergétique est occupé à se dégrader, et beaucoup pensent qu'on est là, on rentre là, on va consacrer de plus en plus de l'activité économique de la société à extraire de l'énergie, donc au détriment de la santé, de l'alimentation, etc. Parce qu'elle est de plus en plus difficile à extraire. Il va falloir de plus en plus de métaux pour faire des éoliennes, et de plus en plus d'éoliennes pour extraire les métaux, et vice-versa. Donc ça, c'est de plus en plus étudié, je crois. Ok, ben, un plus grand merci.